Bon, alors c'est un moment très particulier parce qu'on a déjà fait cette rencontre il y a à peu près 3 semaines, mais avec mes compétences très limitées de vidéaste, évidemment, je n'ai pas pu enregistrer la session. Donc On est aujourd'hui, hyper nombreux. comment? Je veux dire, on est hyper nombreux. On est hyper nombreux. On est hyper C'est nombreux. impressionnant. Ouais, vous avez déchaîné les foules. Euh, donc, euh, donc, merci à tous les deux déjà de refaire ça. Et donc, on est à peu près, je crois, 25 ou 26, mais personnes différentes de la dernière fois. Donc, ça vous offre aussi un panel différent de lecteurs et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, merci à tous. Yves, est-ce que tu veux déjà commencer par présenter la maison parce elle est assez récente et la plupart ne la connaissent pas forcément. Attends, tu m'entends? Vous m'entendez? C'est bon, super. Ouais. Merci en tout cas. Évidemment, ça nous fait très, très plaisir. Surtout, j'espère que le confinement a été pas trop compliqué pour vous, que la période de maintenant s'annonce un peu meilleure. Donc oui, comme dit Anthony, on a monté la maison d'édition en fin 2018. Donc c'est tout récent, ça fait 2 ans. Je l'ai monté avec mon frère qui habite à Lyon. La maison d'édition elle est à Marseille et on publie donc de la littérature, que de la littérature. Ce qu'on a voulu faire en fait quand on a monté ça, c'est vraiment on est passionné par la littérature du passé, par ce qu'on appelle aussi la littérature oubliée, par toute une frange de la littérature qui est restée en marge, parce que soit à cause de l'histoire littéraire, soit à cause des effets de mode aussi. Et on s'est dit, mais c'est fou parce qu'en fait, dans le passé, il y a des tas de textes qui ont une résonance folle avec notre période contemporaine. Et ce qui est vraiment le parti pris au départ, c'est de se dire, on va aller lire des choses du passé qui vont pouvoir nous donner des clés aussi de compréhension de notre monde contemporain. C'est aussi un truc, une envie de se dire que la littérature sert aussi de compagnon de route. Vous savez, quand on lit parfois des romans, ça reste tellement imprimé en nous que ça devient des figures fraternelles. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, voilà, on va aller chercher ça, et notamment sur la littérature européenne, puisque pour le moment, on a publié vraiment que de la littérature européenne, pas de littérature américaine. Et c'était aussi une manière pour nous de s'interroger aussi sur la question de l'Europe aussi. Qu'est-ce qui fait notre identité? Qu'est-ce qui fait aussi notre histoire? Et on a commencé donc l'année dernière, mais je ne l'ai pas avec moi, en publiant un livre d'un auteur anglais qui s'appelle John Wayne, qui n'est pas évidemment l'acteur américain, mais qui est quand même une grande figure de la littérature en Angleterre. Vous savez, c'est ces auteurs qui ont été qualifiés merci Lucie, par la critique littéraire des jeunes hommes en colère. Et les jeunes hommes en colère, en fait, c'est quelque chose que, même si on n'en a pas entendu parler, ça a baigné toute la culture anglaise. C'est-à-dire que le cinéma a adapté énormément de livres, la musique aussi, des groupes comme Oasis ou même par exemple Pulp étaient des grands lecteurs de ces groupes-là, de ces auteurs-là, et se sont inspirés. Pourquoi? Parce que dans ces romans, il est toujours question d'une rage, c'est-à-dire d'une volonté aussi de prendre le pouvoir en tant que génération. C'est-à-dire de faire en sorte que le sort que la société nous réserve, d'essayer justement de le combattre et aller en opposition de ça. Par exemple, donc, ces auteurs anglais, le livre que vous avez montré Lucie, ou celui-ci qui a eu en janvier le prix Mémorable, qui est le prix des librairies initiales, qui récompense justement le travail d'un éditeur sur des auteurs oubliés. C'est un mouvement littéraire des années 50 en Angleterre, où on est juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a les progrès économiques, il y a une course vers le progrès comme ça, et finalement, en fait, ce qu'on propose aux gens qui ne sont pas issus de classe sociale le plus aisée, c'est d'aller travailler à l'usine et de rentrer sagement le soir chez soi pour profiter des nouveaux conforts modernes comme la télé et le frigo, par exemple. Et donc, c'est des histoires qui sont souvent presque comme des romans d'aventure, c'est-à-dire qu'il y a une vraie vivacité. C'est pas du tout du roman introspectif ou du roman psychologique, c'est au contraire une avancée, comment échapper à quelque chose. Donc, dans ces esprits-là, on est allé après du côté de l'Allemagne avec ce texte « La mort à Rome ». Vous voyez, il y a beaucoup de fois le mot « mort » dans nos titres, mais pourtant les textes sont quand même assez traversés par un souffle qui est plutôt positif, puisque c'est aussi comment jaillir vers la lumière. Et Wolfgang Köppen, lui, c'est un auteur très, très connu en Allemagne. Il a écrit 3 livres. C'est la mort à Rome, et son dernier livre. Et ensuite, il n'a plus jamais écrit de fiction parce qu'il pensait que ce qu'il voulait dire, c'est que les contemporains de son époque, donc c'est 1950 en Allemagne, n'étaient pas prêts à l'entendre. C'est-à-dire que lui a tapé énormément sur le fait que l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, ait permis que des anciens nazis ou des anciens hauts dignitaires du
du parti soit encore au pouvoir. Donc là, pareil, je pense qu'il y a aussi un point commun à tous nos textes, c'est la question de la jeunesse. C'est souvent des personnages de jeunes, c'est-à-dire de 20, 30 ans, qui se retrouvent en prise avec une société qui ne comprennent pas ou qui n'acceptent pas. On est allé aussi, le texte qu'on a publié en janvier, c'est un auteur polonais qui s'appelle Tadeusz Kominski, lui aussi une grande figure de la littérature européenne. Il a été cinéaste. On a fait faire une préface à Costa Gavras parce qu'ils étaient très amis et Costa Gavras a adapté ce livre au cinéma. Et là, pareil, on est sur une question vous savez, la société polonaise du début des années 80, avec le communisme qui est en train de chuter, et de comment réinventer une nouvelle société. Là, on est dans un roman qui est très drôle, parce que c'est construit comme une dystopie. C'est un écrivain qui voit arriver ses amis chez lui, qui lui disent « Bon, bah, écoute, t'écris plus, tu fais plus rien, ce soir, il faut que tu fasses un truc formidable. » Formidable, on commence à s'inquiéter, il faut que tu ailles te faire brûler devant le comité central du parti. Donc, à partir de ce point de départ qui est très sombre, il en fait une dystopie, c'est-à-dire que c'est une déambulation dans Varsovie où on n'arrive pas à comprendre à quelle époque on est. Parfois, il neige, d'un coup, il y a le soleil, il y a des manifestations de partout. Et c'est une réflexion aussi sur le pouvoir, sur comment le pouvoir transforme les gens. Voilà, donc ça, c'est notre première collection qu'on a appelée Après la tempête, donc qui réunit à la fois des nouvelles traductions et aussi des rééditions et des révisions de traduction. Révision de traduction, c'est ce qu'on appelle de revoir avec un autre traducteur une traduction déjà existante pour la remoderniser, et voir aussi, des fois, il y a certains passages avec des coupes. Donc voilà, le projet vraiment de la maison d'édition, c'est ça, et je parle au passé, mais c'est encore ça. C'est aussi, voilà, parce que je pense qu'on aime bien aussi l'histoire, quand il y a beaucoup de choses liées à tout ça qui font que c'est aussi comment les époques en fait résonnent entre elles qui nous intéresse beaucoup. Et la deuxième collection qui s'appelle les hallucinés, où on a publié pour le moment 2 textes, dont le texte de Lucie dont elle va vous parler tout à l'heure. On est aussi finalement presque dans ces questionnements, c'est-à-dire de comment prendre le pouvoir, mais sous un mode métaphorique, c'est-à-dire d'un mode purement sur l'imaginaire, d'une collection qui flirte avec les genres, avec le gothique, avec la science-fiction, mais qui n'est jamais vraiment complètement dans un genre. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, cette question des marges, c'est-à-dire des pas de côté, vraiment des chemins de traverse. Et donc, voilà, nous, au départ, on avait vraiment cette envie de se dire, bon, on va aller pour le moment plutôt puiser dans les textes de patrimoine. Et on a eu la chance de rencontrer Lucie l'année passée au Salon de Paris. C'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est ce qui était assez surprenant parce que des fois, au Salon du Livre de Paris, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des manuscrits. Et des fois, c'est pas toujours compliqué. C'est un peu compliqué. Et donc, Lucie nous a laissé son texte qu'on a lu, qu'on a trouvé formidable. Et on lui a fait part au départ de nos craintes en disant tu sais, tu vas être la première auteure vivante, contemporaine de notre maison d'édition. Nous, ça va forcément aussi changer des manières de défendre les livres parce qu'on ne défend pas les livres de la même manière quand on est avec des auteurs étrangers ou des auteurs décédés qu'avec des auteurs vivants. Donc, on lui a dit nous, on est prêt à avoir ce texte-là parce qu'on se trouve formidable et on espère vraiment pouvoir t'accompagner au maximum, à la fois dans le travail sur le texte, mais aussi et surtout dans le travail de la promotion pour faire connaître le livre de Lucie. Et donc là, évidemment, le livre est paru juste avant le confinement. Donc on s'est dit que peut-être c'était un signe, mais je ne crois pas. Et donc voilà, là, c'est aussi ce qui est intéressant pour nous dans cette période, c'était parce qu'on a pu faire il y a quelques semaines avec vous, ceux qui étaient présents, que je reconnais des visages, c'était aussi d'inventer de nouvelles formes pour faire parler de nos livres, parce que vous savez, nous, petits éditeurs indépendants, c'est hyper précieux aussi d'avoir des gens comme vous avec qui on peut faire d'autres choses, en fait, tout simplement que le circuit traditionnel de la défense d'un livre. Et je pense que c'est grâce à des gens comme vous, aussi toutes ces initiatives-là qui donnent de la force et de l'envie de continuer dans cette période qui ne va pas être facile. Parce que je pense que le plus dur est encore devant nous. Voilà. Est-ce que Lucie, tu veux commencer par pitcher le livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu? Ok, très bien. Donc le livre s'appelle Le Chien Noir. C'est un livre qui est à la frontière des genres entre le conte et le roman gothique. Et l'histoire commence comme ça, c'est l'histoire d'une jeune princesse qui est mariée de force par son père à un homme plus âgé qu'elle, un homme mystérieux, un roi qui habite sur une île déserte, très loin, très très loin.
Et bon, elle va accepter, elle va être un peu forcée d'accepter. Et en chemin vers le royaume de son mari, elle va sauver un chien au milieu d'un orage, un chien noir, qu'elle va prendre sous sa protection. Voilà, donc je vais peut-être pas en raconter plus parce que pour ceux qui l'ont pas lu, je voudrais pas trop dévoiler l'intrigue. Je peux seulement dire que ce roi mystérieux qui s'appelle le roi Barbiche, bon, déjà dans son nom, il y a un petit clin d'œil à Barbe Bleue et voilà, elle va pas trouver l'épanouissement conjugal amoureux. Donc c'est un texte qui parle de la violence, qui parle de l'émancipation, qui parle de l'horreur du monde, de la noirceur du monde, et aussi de la nécessité de la regarder, de la sonder. Qu'est-ce qu'on fait de la colère? Il y a beaucoup de thèmes qui sont soulevés dans ce texte. D'ailleurs, des thèmes qui rejoignent la collection dont parlait Yves tout à l'heure, des jeunes hommes en colère, hein, sur l'émancipation, et encore une fois, cette question de la colère. Et enfin, pour terminer le pitch, je dirais que c'est un texte qui a été écrit en hommage à deux femmes. La première, c'est Madame d'Aulnoy, qui était une conteuse française à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, qui a écrit, par exemple, pour ceux qui éventuellement ont des enfants, qui a écrit L'Oiseau bleu, Serpentin vert, La chatte blanche. Enfin, voilà, elle a été la première femme et même le premier auteur à écrire des contes littéraires en France, juste avant Perrault. Et c'est aussi un hommage à Angela Carter, qui était une romancière anglaise du XXe siècle, qui a écrit notamment un recueil de nouvelles inspiré du conte qui s'appelle La Compagnie des loups, et dont un film a été fait dans les années 80 et que vous pouvez encore voir sur Arte, je pense. Voilà, pour le pitch. Est-ce que Yves, tu peux nous parler de la découverte du manuscrit? Comment tu l'as déniché? Alors oui, au Festival du Livre, mais qu'est-ce qui t'a plu réellement dans ce livre qui était assez différent de la collection initiale? Oui, mais après, tu sais, ça s'inscrit dans cette deuxième collection là où on a publié un roman caribéen qui s'appelle Elton's Brody, qui est une sorte de roman un peu style Edgar Allan Poe ou même Lovecraft. Et en fait, déjà, ce qui nous a intrigué vraiment, c'est quand Lucie est venue nous voir au Salon du Livre de Paris, elle nous avait dit qu'elle avait lu Elton's Brody, ce premier livre qu'on a publié, cette première traduction là dans cette collection Les Hallucinés. Et en parlant, en fait, je pense que c'est aussi vraiment ça qui fait que ça a marché. C'est aussi le premier contact qui n'était pas qu'en contact purement dans l'envoi de manuscrits et de choses comme ça. Ensuite, moi, vraiment, quand je l'ai lu, je me souviens très bien parce qu'en plus, je l'ai lu, j'allais faire une tournée de libraire à Bordeaux. Et donc, je l'ai lu dans le train. Et de Marseille à Bordeaux, c'est un TER où je crois que ça met 7 heures pour aller à Bordeaux, c'est l'enfer. Et donc, j'avais pris le chien noir avec moi. Et en fait, vraiment, moi, ce qui m'a captivé dès le départ, hormis effectivement les thématiques sur l'émancipation qui nous plaisent vraiment, sur ce que, pour moi, en tout cas, est une grande force de la littérature et qui devrait justement accompagner plus les gens, c'est que c'est quelque chose voilà, qui nous sert aussi pour trouver des clés, pour en tout cas trouver des chemins de vie. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans le texte au départ, dans la première lecture vraiment pure, c'est l'ambiance. C'est la capacité qu'elle a eue à créer vraiment un monde. Et ça, je trouve que c'est pas tout le temps le cas parce que des fois, quand on lit des premiers textes, etc., il y a justement une difficulté sur ça. Parfois, l'histoire est très bien ficelée, etc., il n'y a pas de problème, mais il y a une difficulté à créer un monde. Et je trouve que la grande force du Chien Noir, c'était ça, c'est-à-dire que tout de suite, on était plongé dans un univers codifié, mais ça aussi, c'est encore une fois, nous, c'est quelque chose qu'on aime bien parce que la littérature, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est quelque chose qui se nourrit de plein soit d'autres littératures, soit d'autres formes artistiques, etc. Donc ça aussi, ça m'a plu, tous les clins d'œil qu'il y avait à l'histoire littéraire, au conte, au roman gothique, mais c'est vraiment la force des images, quoi. Je trouve que ça, en tout cas, voilà, on est une jeune maison, etc., mais ça m'a vraiment frappé quand on a lu le texte de Lucie. Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas, sinon je continue. Lucie, on classifie ton roman comme un conte gothique. Comment tu l'expliques? Est-ce qu'il y a une définition entre guillemets particulière à cela ou c'est quelque chose que tu as tout simplement eu envie de mettre en avant? Non, pas nécessairement envie de le mettre en avant, mais si tu veux, le truc fondamental, c'est de se laisser guider par l'histoire. En fait, l'idée, c'est qu'au départ, j'ai une idée d'histoire
Et je vais creuser dedans intérieurement, je vais me nourrir de cette histoire-là et elle va m'emmener quelque part. Donc je savais déjà qu'elle m'emmenait vers le conte, ça c'était sûr, elle m'emmenait vers le cauchemar et il y avait pas mal d'images qui venaient, qui n'étaient pas directement liées au conte. Donc j'ai commencé un peu à creuser, je me suis rendu compte que ça allait vers le roman gothique, j'ai trouvé que c'était intéressant, donc je suis allée me nourrir et en tout cas réenrichir ce que je connaissais déjà dans le genre. Parce que, bon alors là, là je vais rentrer un peu dans le détail, mais comme il y a cette idée d'émancipation, et que c'est l'idée d'une jeune femme, une jeune fille plutôt, hein, parce qu'elle a 16 ans, qui cherche un chemin, je me suis inspirée de l'histoire de la littérature et comment le conte a amené au roman gothique à la fin du XVIIIe. C'est-à-dire là, le conte littéraire, s'il émerge en France à la fin du XVIIe, à la fin du XVIIIe, c'est déjà la fin du mouvement du conte, mais c'est le début du roman gothique, notamment en Angleterre. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis, bon, ça c'est aussi, moi j'aime beaucoup la littérature fantastique, donc je suis allée chercher dans toutes ces images. Et en même temps, ce texte-là, il est aussi, là c'est les deux grandes tendances, je dirais, du Chien Noir, c'est le roman gothique et le conte, mais il est quand même un peu traversé par d'autres choses, parce qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup au 18e, je m'intéressais beaucoup à la littérature érotique du 18e, donc il y a quand même plusieurs clins d'œil dans le texte à cette littérature-là. Je pense à Sade, mais je pense aussi à Thérèse Philosophe, s'il y en a parmi vous qui ont lu ce texte, qui est assez drôle. Hein, de la littérature érotique du 18e, ça peut être très drôle. Il y a même des passages qui vont chercher plus dans la littérature populaire, un peu gore. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre toutes ces matières-là pour en faire, justement, Yves parlait de l'univers, mais en faire quelque chose de cohérent, quoi, quelque chose qui pouvait relier les différentes formes littéraires. Donc après, il faut bien expliquer ce que c'est. Donc à la base, c'est d'abord un conte, et puis deuxièmement, c'est du gothique, donc un conte gothique. Mais c'est à la fois un conte, c'est à la fois un roman. Et ouais, ça va chercher sur plein de fils en réalité, de types, de genres de littérature. Parce que ce que je trouve intéressant dans le conte, et ça j'en ai pas parlé la dernière fois, mais puisque ce conte a été écrit pour Madame d'Aulnoy et pour Angela Carter, il faut voir que le conte c'est quand même une littérature, à la fois c'est une littérature populaire, historiquement, et même encore aujourd'hui, et ça je trouve que c'est extrêmement beau, mais du coup c'est aussi une littérature de connivence. En général, quand on se raconte des contes, on les raconte, je veux dire, dans les veillées au Moyen-Âge, quand il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas Netflix, on se racontait les contes et c'était toujours en fonction du public qu'on avait en face de soi. Donc, on adaptait les histoires en fonction du public. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de jouer sur plein d'entrées comme ça, plein de tiroirs, de charades, de clins d'œil qui permettent au lecteur de rentrer dans l'histoire ou en tout cas de s'y relier. Voilà, et de travailler cet effet un peu de jeu, de plaisir de la fiction, parce que dans le conte, il y a le goût, là, et en plus, il y a le goût à se faire peur. Voilà, la fiction, ça doit, enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant, le plaisir, l'idée du plaisir de la fiction, le plaisir d'écouter des histoires, l'envie d'écouter des histoires qu'a priori, on connaît déjà. A priori, ces archétypes-là, Barbe Bleue, on peut se dire, on connaît déjà, mais non, en fait, on a encore des choses à raconter dessus. Et en plus de ça, le conte étant une forme extrêmement ancienne et qui nous vient vraiment de la préhistoire, je trouve que c'est fascinant de penser que ces histoires-là sont arrivées jusqu'à nous. Donc la chaîne humaine pour que l'histoire arrive jusqu'à nous, dans un sens, je trouve que ça prouve, entre guillemets, la nécessité de ces histoires. C'est qu'il y a quelque part pour l'être humain un besoin fondamental sur ces trames-là, puisqu'on les retrouve depuis la nuit des temps et dans tous les pays du monde. Parce que par Barbe Bleue, on a des versions indiennes de Barbe Bleue, des versions italiennes. Parce qu'en France, on a beaucoup parlé de Barbe Bleue en se disant peut-être que ça vient d'un fait divers, parce que ça a été beaucoup noyé avec la légende de Gilles de Rais. Mais a priori, avec toutes les recherches qu'on a faites, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres Barbes Bleues dans le monde. Donc, voilà. Alors, il y a deux questions qui… Ouais, parfait. Il y a deux questions qu'on va annoncer dans 2 secondes. Après ces deux questions, est-ce qu'on pourra revenir sur ton parcours aussi et ton métier que tu as pratiqué et que tu pratiques encore, il me semble. Voilà, donc Léna, c'est à toi. Merci. Donc là, vous avez très bien expliqué
dans le conte le rôle finalement du public, que ce conte était écrit pour un public. Est-ce qu'en rédigeant l'histoire du Chien Noir, vous aviez ce public-là en tête? Est-ce que vous avez visualisé, imaginé votre lecteur? C'est une question intéressante. En plus, là, vous parliez du fait d'écrire, mais la particularité du conte, normalement, enfin à l'origine, c'est même d'être raconté, d'être oral. Donc, c'est complètement mouvant. Et puis, d'une soirée ou d'une veillée à l'autre, on peut tout à fait transformer les personnages. Alors que là, la complexité, quand on l'écrit, c'est qu'on fige les choses et on doit les inscrire une fois pour toutes. Moi, je pense qu'il y a deux pistes, en tout cas pour moi, si je dois répondre honnêtement à cette question. La première, c'est que je l'ai écrit pour Madame d'Aulnoy et Angela Carter, et que donc, c'était une réponse à leur propre texte. Alors, Madame d'Aulnoy n'a pas écrit de version de Barbe Bleue, mais Angela Carter l'a fait, et donc c'était très naturel d'écrire en pensant à elle, et en pensant depuis mon point de vue, depuis maintenant, et depuis la France, depuis ma vie. Donc tout naturellement, je suis allée là-dedans. Donc, je leur écrivais comme ça. Et après, l'autre aspect, si je réponds honnêtement à cette question, je pense qu'il y a une part de moi qui l'a écrit pour celle que j'ai été, pour la version de moi qui avait 16 ans. Je l'ai un peu écrit pour la fille de 16 ans que j'ai été, en faisant le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 16 ans. Parce que dans le texte, ça parle aussi beaucoup de ça, cette idée de l'initiation des jeunes filles. Mais c'est un truc, je pense à ça, mais c'est un truc avec les copines, vous voyez, dans des déceptions amoureuses, c'est un truc entre copines, on se dit, mais on n'était pas préparés à ça. Pourquoi ma mère m'en a pas parlé de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi j'avais tout un tas de trucs, hein, ma mère, elle m'avait raconté des choses sur les hommes et tout, mais je pensais à cette idée d'expérience. Donc, je pense que en réalité, c'est difficile d'écrire pour tout le monde, ou c'est difficile d'écrire pour un lecteur invisible, parce qu'on a toujours un peu en tête quand même une personne ou des personnes à qui on s'adresse. Donc je pense que là, c'était ces personnes-là, même si elles existent, même si cette version de moi, bien sûr, n'existe plus. Béa, c'est à toi. Ouais. Oui, alors moi j'avais une petite question qui rejoint un petit peu celle-là aussi par rapport au conte. Moi, c'est quelque chose que j'adore lire. J'ai bossé pour des festivals de contes, enfin voilà, donc je suis assez plongée dedans et donc ça m'intéresse. Et cette histoire de raconter un conte, justement, je me demande, est-ce que vous envisagez déjà un livre audio, du coup? Je sais pas, Yves, on n'a pas parlé de ça, je crois. On n'en a pas encore parlé. Voilà. Ok. On met ça dans les tuyaux. Bon, c'est pas pour enfants, hein, clairement. Hein. Non, mais même ouais, moi, je lis des contes pour adultes. J'ai lu Bruno Bettelheim, qui est absolument formidable dans sa psychanalyse des contes de fées. Je vois des spectacles sur les contes. Enfin, pour moi, c'est pas les contes sont pour adultes, quoi qu'il arrive. On est même ceux pour enfants. Mais du coup, un livre audio où il y aurait une voix qui lirait ce texte, en fait, pourrait être à développer peut-être dans cette idée toujours de raconter, quoi. Ouais. Mais moi, je peux vous dire qu'un de mes rêves, si ça pouvait se réaliser, ce serait que Muriel Bloch fasse un spectacle avec les Chiens Noirs, comme elle avait fait pour Le Prince des Aigues Marines, parce que c'est quand même une des rares conteuses qui s'est aventurée sur le conte précieux. Donc, ça me plairait beaucoup, mais on verra. Faut lui lancer un appel, alors. Ouais, je vais lui envoyer un mail. Merci. Avec plaisir. Et Stéphanie? Oui, moi aussi, j'avais une question. Donc, moi, j'ai découvert votre livre là juste avant-hier et je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est à la fin, enfin, le fait qu'il y ait un sorte de supplément au livre, puisqu'il y a un site internet avec donc un mot de passe à saisir pour justement accéder à une musique que vous avez faite. Donc, ma première question, c'était ça. C'était est-ce que vous envisagez la littérature comme un des moyens de s'exprimer, mais qui pourrait être en fait augmenté par justement les dessins que vous avez proposés et les musiques. Et la deuxième question que je voulais vous poser, parce que je ne sais pas si je pourrais la poser après, c'est justement le fait d'écrire un conte noir. C'est quand même assez particulier, c'est un univers quand même très codé et très particulier. Et je me demandais justement si c'était une façon pour vous d'organiser en quelque sorte le chaos qu'on a dans notre tête,
de mettre bout à bout ses rêves, ses fantasmes et de leur donner une trame, ou bien les vôtres ou bien ceux de la société? J'adore vos deux questions. Je vais commencer par la première, parce que sinon, moi, je ne sais pas non plus si j'aurai le temps de répondre. Une question à la fois. Donc, la première question. Alors oui, non, clairement, alors, en ce qui me concerne, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est de raconter des histoires. Et j'ai pas je me limite pas dans ma tête, tout est relié. On disait tout à l'heure, on parlait de mon métier. À côté de ça, je suis graphiste et je suis spécialisée sur le logo. Et pour moi, créer un logo, c'est raconter une histoire. On est toujours sur la même dynamique. Comment je fais passer un message à quelqu'un, parce que l'idée du récepteur est importante, avec une forme. Et comment le fond et la forme s'imbriquent pour raconter quelque chose de cohérent. Donc sur le Chien Noir, il y a effectivement ce site internet. Alors je précise que je n'ai pas fait la musique. C'est quelqu'un que je connais bien qui a fait la musique. Moi j'ai fait les illustrations et le site. Et c'était important pour moi parce qu'effectivement, il y a cette idée de prolongement. J'aime bien que l'expérience littéraire ne soit pas seulement une expérience, j'allais dire, de texte. En tout cas, mon métier de base, c'est la typographie. Et la forme des livres, pour moi, c'est hyper important. La forme des lettres, le choix de la typographie, parce que je pense, en tout cas, que ça influe sur la perception qu'on a d'un message. Et du coup, moi qui aime la littérature, je trouve ça assez passionnant de mélanger les couches. C'est-à-dire qu'il y a la couche du texte, et puis par-dessus, il y a la forme du texte, et puis encore par-dessus, il y a la mise en page, etc. etc. Donc là, vous avez déplacé, donc je regarde de l'autre côté. Donc voilà, en fait, avant de faire Le Chien Noir, j'avais fait un autre livre que j'avais fait en auto-édition qui s'appelle Looking for Janice, qui est un récit autobiographique, ça n'a vraiment a priori rien à voir, et qui raconte mon voyage sur les pas de Janis Joplin aux États-Unis. Et pour ce livre-là, je m'étais vraiment amusée à concevoir tout, c'est-à-dire j'avais fait à la fois les photos, les illustrations, la mise en page, le texte, le choix du papier, le fil de reliure, enfin, etc., etc. Donc ouais, j'envisage ça comme un... Ouais, il y a des passerelles. Après, ça répond à votre question. Je ne sais pas si je peux peut-être en dire plus ou est-ce que ça répond à votre question. Si, très bien. Ça va. Donc, ouais. La deuxième question, le conte par rapport à l'horreur et l'organisation du chaos. C'était ça, hein? Oui. Ah ouais, c'est une question vraiment intéressante, effectivement. Comment on peut parler de l'horreur et vous demandiez si c'était pour organiser peut-être mon propre chaos ou le chaos de la société. Oui, j'aime bien cette question. Je pense que c'est une question assez fondamentale que tout conteur doit se poser. Si on regarde sur le conte, on peut se demander, beaucoup de chercheurs sur le conte se sont demandé si le conte venait pas des mythes, ou si c'était pas un peu des formes abîmées du mythe, ou en tout cas, voilà, ils apparaissent un peu au même moment. Et bon, moi, je m'intéresse pas mal à l'animisme, c'est-à-dire, vous savez, la croyance en les esprits de la nature. En fait, je suis assez fascinée par la manière dont je réponds par ça, parce que ce qui est assez génial avec le conte, c'est cette idée de premier geste littéraire, une espèce de premier geste artistique, vous voyez, de l'être humain, à partir du moment où l'être humain acquiert le langage, la conscience s'éveille. Et si vous regardez les grottes de Lascaux et la grotte Chauvet, enfin, vous voyez, le premier geste artistique de l'homme, il y a une espèce de beauté là-dedans. Et quand quand j'étais étudiante en typographie, j'ai fait donc des études de typo et j'avais des cours de histoire et sémiologie de l'écriture. On est remonté très très loin, on est remonté à la préhistoire et on se posait la question de pourquoi l'être humain avait-il ressenti ce besoin de dessiner sur les parois. Et au tout début, souvent on se dit c'est pour laisser une trace, c'est pour la mémoire, mais en fait on n'en est absolument pas sûr. Donc évidemment, on va amener des hypothèses, mais a priori, c'est pas ça. A priori, c'est comprendre le monde. C'est vraiment comprendre le monde. À partir du moment où l'être humain prend conscience de son environnement, il va prendre conscience de la mort. Comment il explique les choses, quoi. Comment expliquer l'orage, comment expliquer les bêtes féroces, comment expliquer que des fois ça marche, des fois ça marche pas, enfin bref. Et donc toute cette religion, entre guillemets, de l'animisme émerge à ce moment-là.
et les histoires émergent en même temps. Bon, après, moi, ça m'intéresse, ça rejoint aussi la première question, hein, parce que l'écriture découle directement de la représentation figurative du monde. Hein. Les premières formes d'alphabet sont en réalité des formes figuratives qui reprennent les animaux. Donc, écrire et dessiner, c'est relié. Et écrire, au départ, c'est vraiment réservé à une élite pour des textes qui sont soit religieux, soit politiques, donc des textes de pouvoir. Donc, moi, je pense que dans le conte, il y a cette idée, effectivement, de pouvoir organiser le chaos du monde, en tout cas, et chercher à le comprendre. Et je pense que le chaos personnel rejoint le chaos collectif. Hein. L'idée de l'inconscient personnel rejoint l'inconscient collectif, et c'est un mouvement comme ça de va-et-vient depuis la nuit des temps. Alors, ça peut varier en fonction des cultures. Il y a des choses qui évoluent en fonction des cultures, mais en même temps, notre état d'être humain, ça change quand même pas beaucoup depuis la préhistoire. Enfin, on vit plus longtemps, et nous, on vit dans des conditions beaucoup plus confortables. Mais les questionnements métaphysiques et même le rapport à la nature, ça, c'est, je pense, des choses des questions que même avec les avancées de la science, on n'arrive pas encore à savoir, quoi. La question de pourquoi l'univers, pourquoi on est là, pourquoi on existe. Enfin, bon, voilà, toutes ces choses-là qui se retrouvent de manière imagée dans le conte, dans les mythes. Il y a un livre qui est vraiment intéressant là-dessus, hein, qui s'appelle Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, qui était un chercheur américain qui a travaillé là-dessus, sur finalement la persistance des archétypes dans toutes les cultures et la persistance des schémas narratifs dans toutes les cultures. Voilà. Martine? Je sais pas si... ouais. Martine, tu nous entends? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On ne voit pas. Je ne vous vois pas, Martine. Martine, c'est celle qui ne bouge pas. Ah oui, d'accord. Par contre, d'accord. Non? Alors, on passe à Jade. Alors, on attend le retour de Martine après. Jade? Oui, du coup, j'avais une question sur la couverture du livre et sur sa signification. D'ailleurs, je la trouve très jolie, la couverture. Par rapport à tous ces fils blancs qui entourent la silhouette, vous avez parlé tout à l'heure du chaos du monde. Est-ce que ça peut se rapporter à ça aussi, au voyage qu'elle fait, à l'émancipation Moi, je trouvais que cette couverture était intéressante. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est Tristan Bonnemain qui a fait cette illustration. Et je trouvais qu'elle était vraiment intéressante justement par cette idée des chemins, mais aussi d'une forme de toile d'araignée, quoi, de prison. Alors là, je vous entends plus, mais je pense que vous vouliez parler. Non ? Ouais, on t'entendait pas, Jade? J'essaye d'activer. Oui, je voulais pas du tout parler, j'écoutais la réponse. Ah d'accord. J'acquiesçais. D'accord. Il y a un petit décalage entre l'image et le son. Ah pardon. C'est pas grave. Voilà ce que je voulais dire là-dessus sur ce personnage féminin. Et puis dans le texte, je parle beaucoup de sa chevelure, l'idée des cheveux, la matière des cheveux, parce que dans le texte, il y a quand même pas mal de poils et de cheveux, tous très noirs évidemment, et qui représentent aussi cette appartenance potentielle aux ténèbres. Donc, je trouvais ça intéressant. Toute l'histoire, quand même, parce qu'elle parle des ténèbres, elle parle de la lumière. Hein, ça va toujours osciller évidemment entre l'ombre et la lumière, et donc entre le blanc et le noir. Même si effectivement le noir agrippe beaucoup dans l'histoire et retient. Martine, on t'a retrouvé ou pas? Oui, vous m'entendez? Parfait. Ouais. Oui, une partie de ma question était sur effectivement la couverture qui est magnifique. Et tout à l'heure, Yves nous disait que vous aviez apporté votre manuscrit directement lors d'un salon du livre. Est-ce que justement la typographie très, très particulière et les couvertures magnifiques des éditions Typhon sont une des raisons qui vous ont amené à aller vers cette maison d'édition en particulier? Oui, complètement, oui, bien sûr. Je mentirais si je disais le contraire, hein, c'est évident, c'est un peu, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était clairement un critère, ça faisait partie des critères, je dirais pas le critère numéro 1, mais c'est un peu
je ne sais pas pourquoi je vais prendre cet exemple, mais bon, j'y vais. Mais vous voyez, c'est comme si vous alliez à un entretien d'embauche habillé en pyjama. Bon, bah, ça le fait pas. Voilà, c'est pareil. Là, c'est un peu pareil. Moi, si je vois une maison d'édition où il y a une erreur, des grosses erreurs typo sur la couve, ou si je vois des trucs où ça marche pas graphiquement, ça me perturbe. Et du coup, je me disais, bon, ça risque d'être difficile aussi dans le dialogue. Là, le fait de voir qu'aux éditions du Typhon, il y avait un tel soin sur à la fois le choix du caractère, la mise en page, le travail graphique, le choix du papier, je me disais, bon, bah, ça va être intéressant. Là, il y a un truc à faire. Il y a quelque chose. Je me sens bien, quoi, déjà. C'est important quand même. Surtout quand on est graphiste, comme moi. À noter qu'on a failli tous venir en pyjama. Hein. On n'a pas osé, mais on a hésité longuement. Pour être honnête, on a hésité. C'était un running gag dans le groupe et on a hésité. Je suis en pyjama, moi. Hein. Je suis en pyjama. Oui, en pyjama à chemise. Bah, voilà, voilà c'est ça. Marie, si tu parlais de pyjama et... Donc, tu parlais de pyjama en fait et de capuche, tu étais dans le thème, tu avais raison. C'est ça. Marie, si tu avais une question? Oui, j'avais une question, merci de me donner la parole du coup. En fait, j'ai vu la vidéo sur le site donc, du livre qui parle aussi de féminisme et pour l'instant, du coup, vous ne nous en avez pas encore parlé, donc je me demandais quelle était la part de féminisme dans le livre par rapport soit au personnage principal, soit même autrement. Ah oui, la part de féminisme, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. À part quoi, je vais commencer. En fait, je vais commencer par ce qui me vient. La part de féminisme, c'est que dans cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est vraiment aux prises avec la dimension violente du masculin. Alors, c'est une histoire, on n'est pas obligé de le regarder uniquement comme avec des personnages, on peut aussi le voir de manière intérieure, ça peut être juste des personnages à l'intérieur de vous et donc des forces féminines et des forces masculines à l'intérieur, hein. C'est pas aussi simple et dichotomique que ça. Mais il y avait quand même cette idée-là de comment cette femme peut se confronter à la violence masculine, à la domination patriarcale, parce que là, son père, c'est vraiment l'archétype d'un patriarche cruel et injuste et autoritaire. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans le conte, hein, c'est qu'on joue sur des archétypes, donc ça me permettait d'avoir des personnages qui peuvent être même carrément caricaturaux par endroits, hein. Évidemment, ce roi cruel, il est extrêmement méchant. J'ose espérer que c'est caricatural, vous voyez. Mais en même temps, ça vient chercher quand même quelque chose qui existe, des formes, sous certaines formes. Donc, comment elle fait, cette jeune fille? Et je veux pas dévoiler toute l'histoire, mais c'est vrai qu'elle n'a pas d'autres alliés féminines. Elle n'a pas d'alliés féminines. En l'occurrence, dès le début, c'est annoncé hein, que sa mère est décédée, a priori, des méchancetés de son mari. Et puis, il y a un tout petit passage qui est très court, mais qui est très important, où sa mère se penche depuis la colline de l'absence, depuis le royaume des morts, et professe qu'elle aura une mauvaise vie parce qu'elle n'a rien compris. Et sa grand-mère pense pareil, et son arrière-grand-mère pareil, et son arrière-arrière-grand-mère pareil. Je trouvais ça intéressant. Bon, là, on parle de féminisme, mais je trouvais ça intéressant dans la transmission. Cette idée que si le patriarcat a pu durer aussi longtemps, c'est pas uniquement la faute des hommes. Vous voyez, c'est un peu dur hein, ce que je vais dire. Et je pense que nous aussi, en tant que femmes, on est responsable de ça. Et je pensais, il y a un truc très dur aussi, hein, que par exemple l'excision dans les pays africains, ben, c'est pratiqué par les femmes, quoi, et ce sont les femmes qui entretiennent encore ça. Alors, ok, le problème est complexe, mais en même temps, il y a cette idée que des fois, quand on est rentré dans le rang et qu'on a accepté cette domination, ou qu'on a accepté de se taire, alors c'est difficile de regarder la jeune génération ouvrir sa gueule, si je peux être vulgaire comme ça. Vous voyez, c'est difficile de se dire « Ah ouais, mais pourquoi elle se permet quelque chose que moi je ne me permettais pas ou que je ne me suis pas permise ?» Donc il y a cette idée-là. Et puis après, le conte, et en l'occurrence ici la dimension gothique, ça me permettait de travailler le rapport à l'autre. L'idée de l'étrange, l'étrangeté, l'étranger, parce que
donc là, je prends le féminisme sur ce point-là, de ce rapport homme et femme. On est différents, voilà, biologiquement, on est différents, c'est un fait. Et donc, je me posais des questions sur le fait qu'on puisse avoir peur de l'autre. Que ce soit à la fois les hommes qui aient peur des femmes et les femmes qui ont peur des hommes. Et en plus, là, en l'occurrence, mon héroïne, elle a raison d'avoir peur, un peu, parce qu'elle n'est pas avec quelqu'un de gentil, elle n'est pas avec un homme bienveillant. Mais en même temps, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce texte, que la réalité est un peu plus complexe que ça, et que, comment dire, on ne peut pas rester sur la peur, vous voyez. On ne peut pas rester sur la peur de l'autre, que ce soit un étranger ou un autre, enfin, quel que soit l'autre être humain, en fait. Il faut essayer de retrouver ce qui fait notre humanité commune. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce texte-là en partie. C'est aussi comment elle va pouvoir réintégrer peut-être une partie du masculin, ou ne plus en avoir peur, ou ne pas avoir, ou voir le positif. Enfin, c'est un peu bizarre si je dis ça. C'est pas une maladie, quoi. Mais vous voyez, c'est plutôt une question d'énergie. Le féminin malsain, ça existe. Le masculin malsain, ça existe. Enfin, voilà. Mais c'était... Il y a aussi cette idée d'ambiguïté que je trouvais intéressante. Parce qu'en plus, quand je l'ai écrit, il y avait tout ce mouvement MeToo. On parlait beaucoup, finalement, des hommes qui agressent. Et il y en a, malheureusement. Et en même temps, donc, ça devenait un peu, vous voyez, quand on commence à avoir peur, ça prend des proportions assez fortes, quoi. On commence à s'imaginer des choses. Et d'un côté, on a peut-être raison, hein, vous voyez, mais ça peut devenir très, très gros. Et moi, je me disais, en même temps, c'est bizarre parce que nous, les femmes, en tout cas hétérosexuelles, ce qu'on aime bien, c'est aussi la force des hommes. C'est un peu bizarre quand même. Vous voyez, mais là, je vais aller chercher un autre archétype et je pense à une scène dans un livre de Jane Austen qui est ultra connu, qui s'appelle Raison et Sentiment, si vous avez lu ce livre. Vous voyez la scène où Marianne tombe et puis elle se fout de la cheville et là, le gars arrive, quoi. Il arrive sur son cheval, il la porte. Enfin, c'est un cliché, mais c'est un truc, toutes les filles, elles sont là genre « Ah, mais oui, mais c'est trop bien, quoi !» Vous voyez, le truc un peu, la force physique, le mec, il va vous porter, ça va être génial. Et donc, je trouvais ça intéressant. Je me demandais si c'était pas une manière de trouver de la lumière, vous voyez, derrière la peur. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question, mais en tout cas, l'idée, c'était d'ouvrir des pistes. Après, je ne vais pas révéler le tout parce que ça parle quand même aussi... ce texte-là, on pourrait aussi le lire comme une histoire de femme battue. Hein. Et comment on sort de ça? Et comment on sort et comment ça nous marque, quoi. Et pourquoi on reste? Ça, c'est des questions que je me suis posées, quoi, quand on est dans une situation, que ce soit une situation de maltraitance conjugale, à la fois ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychologique. Mais pourquoi on reste? Alors, c'est beaucoup plus souvent les femmes qui sont victimes, hein, parce que dans ce rapport-là, qu'est-ce qui fait qu'on reste? Moi, je ne crois pas que ce soit l'amour qui fait qu'on reste, mais je pense que c'est plutôt la peur. Donc, ce texte, il parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup de la peur, il parle beaucoup d'affronter la réalité, de pas s'endormir, en fait, de pas s'endormir dans sa prison. Ou en tout cas, de regarder que c'est une prison. Vous voyez? Oui, ouais, c'est bien, ça donne un autre aspect au livre qui est intéressant du coup. Et Eva, à toi, si tu veux remettre ta capuche, n'hésite pas pour poser la question. Hein. Il faut que je mette la capuche pour poser la question, c'est ça? Allez. Bonsoir Lucie et bonsoir Yves. J'ai pas encore lu votre livre, Lucie, mais vraiment ça a l'air passionnant et ça me donne vraiment envie de le lire. Et les échos que j'en ai eus, et ce que vous en dites, et les échanges. J'avais une petite question, mais qui était plutôt vers Yves. Pour savoir, alors je n'ai pas assisté à la précédente, au précédent live, donc il y a peut-être eu déjà la question et vous y avez répondu, mais je voulais connaître un petit peu votre parcours et savoir comment vous en étiez arrivé à fonder cette maison d'édition. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Moi, j'ai fait un truc classique comme beaucoup de monde. J'ai fait des études d'édition.
Ensuite, j'ai travaillé pour d'autres maisons d'édition, etc. J'étais à Paris, après je suis venu à Marseille pour diverses raisons. Et en fait, vraiment, pour être honnête, en fait, cette idée de monter la maison d'édition, je crois que je l'ai depuis le début du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça. Moi, pendant que j'ai fait des études d'histoire, donc j'avais beaucoup travaillé sur l'histoire de l'édition, notamment sur une maison d'édition que vous connaissez tous, qui s'appelle les Éditions de Minuit. J'avais fait un mémoire sur ça, etc. Donc ça m'a toujours passionné, l'histoire de la littéraire et l'histoire aussi de l'édition. Et la création de la maison d'édition, en fait, elle se fait toujours sur des textes, c'est-à-dire que les textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment ce mouvement littéraire anglais, moi, quand je voyais que ça ne se faisait pas, alors que c'était à tel point culte en Angleterre, quand je discutais avec des amis anglais ou londoniens de certains textes, notamment comme Billy le Menteur, je me disais, mais chez nous, Billy le Menteur, ça a été au cinéma, ça a été au théâtre, ça a été à la télévision, tout le monde connaît, quoi. Et donc, c'est vrai que c'était aussi cette envie-là, en fait, à un moment donné, peut-être aussi que c'est pour ça que ça traverse autant nos textes, ces questions d'émancipation aussi, c'était aussi de s'émanciper, quoi, de moi-même, s'émanciper aussi des jobs précédents dans l'édition et d'enfin créer mon propre parcours. Donc, en fait, c'est vraiment une nécessité, une envie vraiment profonde, quoi, de le faire. Et ce qui était intéressant aussi, en tout cas pour moi, la chance, c'était de connaître un petit peu ce secteur-là et ce milieu-là, donc de savoir aussi qu'est-ce qui nous attend quand on crée une maison d'édition. Et ce qui nous attend, c'est pas mal de difficultés. Mais à côté de ça, il y a des trucs trop cool, comme la rencontre avec Lucie, comme le soutien qu'on peut avoir de libraire, de vous, voilà, l'énergie aussi, même si on met beaucoup d'énergie, parfois on peut être un peu découragé, mais il y a toujours des choses qui nous reviennent et qui se disent, bah non, il faut continuer, ça a du sens, quoi. Parce que c'est vrai que je pense qu'on s'interroge tous sur cette question du sens, c'est-à-dire que la littérature, faire des livres, etc. aujourd'hui, pourquoi en fait? On ne l'a pas dit, Yves, mais vous êtes basé à Marseille. Hein. Oui, on est à Marseille. Voilà. Ouais. Voilà. Stéphanie, tu avais une autre question? Faut que tu remettes ton micro. Voilà. Oui, voilà. Je ne sais pas si c'est une question qu'on peut vraiment aborder parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas terminé ou pas encore lu. Mais je m'interrogeais quand même sur le dénouement, en sachant que c'est… donc, on va rien dire, évidemment, mais en sachant que c'est quand même une volonté un peu féministe derrière de mettre en scène un personnage comme ça. Pourquoi cette fin? Si on peut parler en langage codé, peut-être, je ne sais pas. Alors, je me demande ce que vous voyez dans la fin, de quelle partie de la fin, par rapport à la dimension féministe, c'est ça? Disons, oui, ça va être très difficile de parler sans spoiler. Je suis désolée. C'est vraiment pas une bonne question, hein, je sais. Non, mais, oui, je sais pas, j'aimerais bien… J'avais prévenu qu'il fallait en parler avant. Parce que je sais pas ce que je peux dire. Pourquoi cette fin? Disons, le fait que, on sait comment on termine les contes. La plupart du temps, voilà, tout le monde connaît la formule, ils vécurent heureux longtemps, etc. Enlevez vos écouteurs pour les autres. Hein. Et donc, comme c'est un conte noir et un conte gothique, on pourrait attendre qu'il se passe des choses peut-être… Enfin, voilà, je peux pas trop dire. D'accord, si, je comprends. Alors, alors ça, c'est vraiment… il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments de réponse pour moi dans ce que vous venez d'amener. La première, c'est que c'était vraiment important pour moi de respecter le conte. Parce que pour moi, le conte, c'est une forme extrêmement pure et extrêmement belle qui porte sa poésie en elle-même. Et si je vais utiliser sa trame, c'est pas pour l'abîmer, entre guillemets. Je suis pas très cliente de la parodie, en fait. Donc ah oui, parce que je me suis beaucoup intéressée à la narratologie autour du conte. Après un peu aussi à tout ce qui est analyse psychanalytique autour de ça. Donc par exemple, du coup je peux pas trop répondre en même temps parce que sinon je vais dévoiler la fin. Mais on va dire que une certaine partie de la fin, un certain choix de la fin fait partie des règles fondamentales du conte. Et je trouvais que la respecter, moi, ça me posait question aussi. Et je me disais, mais en fait, si à nouveau je respecte cette formule comme étant quelque chose qui m'a été légué
par tous ces êtres humains avant moi et une forme ancestrale, alors je peux quelque part lui faire confiance et pas chercher à non plus la dévisser, quoi, voyez, mais aller retrouver le lien. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la question sur le féminisme, c'est vrai que dans la fin, en tout cas pour moi, il y a cette idée quand même de retrouver l'autre aussi, vous voyez, avec cette notion d'empathie. Parce que bon, voilà, je ne peux pas trop dévoiler, mais voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait, ou est-ce qu'il manque un élément? Est-ce que je peux vous aider? Si, mais je me disais qu'avec un conte noir et un conte gothique, peut-être que justement on est obligé comment dire, oui, d'offrir une fin un peu plus noire encore, même si elle a déjà beaucoup souffert, cette héroïne, mais... Ben moi, je pense pas, parce que c'est pas l'apanage du conte. Je pense que dans ces cas-là, on va dans la nouvelle, c'est de la nouvelle gothique ou c'est de la nouvelle fantastique. Et là, c'est autre chose, mais dans la formule fondamentale du conte, ça aurait été pour moi l'abîmer. Parce que l'idée du conte aussi, il y a quand même cette notion, une forme de résolution psychique, quoi. Si je peux résoudre le truc. Et donc Bruno Bettelheim, bon, je ne suis pas du tout fan de tout ce que raconte Bruno Bettelheim, parce que j'estime que, là c'est très perso, hein, mais je trouve que sa démarche n'était pas assez scientifique, parce que quand il s'est basé sur l'analyse des contes de fées, il s'est basé uniquement sur les contes de Grimm, et je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant qu'il croise les différentes versions, justement pour aller chercher plutôt sur la trame que sur le motif. Mais bon, ça c'est un point. Cela dit, il y avait des choses intéressantes qu'il racontait, par exemple. Bon, en même temps, si je dis ça, ça risque de dévoiler un peu la fin pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais il parlait de ces fameux ressorts psychologiques quand on raconte une histoire. Le conte, aujourd'hui, on l'a gardé pour les enfants. Et les enfants, quand on leur lit un conte, ils veulent une résolution satisfaisante. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a des règles, entre guillemets. Il y a des sortes de règles à appliquer si on veut une résolution satisfaisante, entre guillemets. Bon. Oui, ça suffit, ça suffit, ça suffit. On va faire plus. Jean-Marc, à toi. Moi, j'avais une double question et c'était un peu la même que celle de Stéphanie, donc je ne reviendrai pas dessus, mais effectivement, en lisant le livre, le plaisir d'avoir retrouvé tous les codes du conte et la question qu'elle est avec, qui finalement, c'était est-ce qu'un conte doit toujours bien se finir si on respecte tous les codes, mais vous y avez en grande partie répondu. L'autre partie, c'était en fait, n'étant pas spécialiste du gothique, qu'est-ce qui, à un moment donné, à quel moment on est dans le noir, dans le fantastique, dans le gothique? Quels sont les principaux marqueurs, justement, qui définissent le conte gothique, cet univers gothique que vous avez placé dans le livre? Bon, pour moi, ça vient vraiment du décor, ça vient vraiment de l'ambiance. Là, pour le coup, dans l'archétype gothique, bon, il y a ce personnage... de lanterne, là, ce serviteur qui, bon, lui, vient chercher un peu sur l'univers gothique, mais c'est vraiment toute l'imagerie, quoi. Là, pour le coup, autant les archétypes de personnages sont plutôt des fonctions qui viennent du conte, autant les décors, le château, la bibliothèque géante, l'île déserte, la forêt, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment plus l'univers gothique. L'idée de départ aussi dans la littérature gothique. Oui, complètement. Oui. Je veux dire l'idée de départ de la jeune fille qui doit affronter. L'idée de voir le monde, quoi, de sortir d'un enfermement, et c'est pour ça que la nature a une place aussi importante dans le roman gothique. Oui, complètement. Exactement. Martine? Martine, on ne t'entend pas? Bloqué, non? Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Non, t'entends plus. Alors, Clarine? Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous les deux. C'est pas vraiment une question, en fait, c'est un constat. J'ai pas lu le livre, je connaissais pas
la maison d'édition et voilà, je voulais vous faire part du plaisir que j'ai à vous écouter l'un et l'autre et de constater que vous êtes extrêmement bien trouvés et que je pense qu'on vous a bien trouvé aussi. Moi, j'étais allée sur le site du coup pour découvrir un petit peu la maison d'édition. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la maison d'édition, enfin qui la connaissent maintenant, mais qui n'étaient pas allés faire plus de recherches que ça, j'avais envie de partager une phrase qui parle de vous et qui parle vraiment de ce dont on est en train de parler là aussi. Voilà, les maisons d'édition du Typhon s'attachent ainsi à une littérature qui part du conflit pour tendre lucidement et passionnément vers la vie. Et ça m'avait parlé tout de suite parce que c'est vraiment ce que je cherche en littérature en général, c'est des textes sombres qui vont vers la lumière. Et voilà, vous avez l'air l'un et l'autre dans vos livres et dans l'édition de chercher ça et de nous l'apporter. Donc, je voulais juste vous remercier et faire part de ça à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. En ce qui nous concerne, oui, en ce qui nous concerne sur la maison d'édition, c'est exactement ça. Ouais. Et moi, c'est en partie ce texte que vous avez lu qui m'a amené aux éditions du Typhon. Donc, oui. Martine, on t'a retrouvé? Oui, vous m'entendez du coup? Parfait. Oui, excusez-moi pour mon ordinateur. Je crois que ça recoupe. C'est bon, on t'entend. Oui, c'est bon. Ouais. Si je ne me trompe pas, Lucie, je crois que c'est votre premier roman. Je trouve que utiliser le genre du conte et du roman gothique pour un premier roman, c'est à la fois très intriguant et très audacieux. Et je voulais vous demander si vous n'aviez jamais eu de doute sur le fait d'utiliser justement ce genre pour vous faire connaître en littérature. Non, j'ai jamais eu aucun doute. J'ai jamais eu aucun doute parce que je pense que je m'entends dans votre il y a un retour. Ouais, il y a un retour. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui, je disais que j'ai jamais douté, si je suis honnête, j'ai jamais douté de la pertinence du conte pour cette histoire. Et j'ai jamais pensé premier roman. En fait, c'est peut-être ça aussi. C'est que moi, j'ai pensé à l'histoire et quelle était la forme la plus pure, parce que j'aime pas le mot parfait, mais en tout cas, c'est ce que je cherchais. Quelle était la forme la plus pure pour raconter cette histoire-là, en tout cas la plus intéressante de mon point de vue à ce moment-là. Et j'ai pas du tout pensé, il n'y avait pas de stratégie de me faire connaître, quoi. Donc, je me suis juste laissée porter par l'œuvre et puis voilà, elle est venue comme ça et voilà. Je sais pas si Alexandra? Oui, c'est vraiment juste pour rebondir là-dessus. Est-ce que ça veut dire que pour peut-être un prochain roman, on peut vous retrouver dans un genre complètement différent? Oui, je pense. Oui, d'accord. Je pense pas que ça m'intéresse de rester dans un genre. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler, c'est de raconter des histoires et encore une fois, de chercher la forme la plus intéressante pour la raconter. Et pour ça, si je vais m'inspirer de, je sais pas moi, la science-fiction, et ben pourquoi pas, quoi. C'est en même temps que je cherche pas à faire de la science-fiction, vous voyez, c'est vraiment l'histoire qui guide d'abord et après, ben ça se travaille comme un concept artistique. C'est vraiment, encore une fois, ça se travaille vraiment comme un logo. Je reprends l'exemple de logo parce que, en plus, l'étymologie du mot logo est intéressante, hein, parce que ça veut dire l'empreinte du discours. Donc, ça rejoint encore, pour moi, l'idée de la littérature et du message. Et en fait, quand je dessine un logo, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut raconter? En sachant que sur un logo, on peut en dire encore moins que dans un livre. On peut presque pas dire grand-chose. En fait, on a très peu de temps. Donc, quelle va être l'idée essentielle? Et pour ça, pour répondre à cette question-là, je vais chercher beaucoup sur les symboles. Je travaille beaucoup sur la sémiologie et à la fois les symboles en tant que, je sais pas, symbole basique, la colombe avec une branche d'olivier, voilà, ça va parler à quasiment tout le monde dans les cultures occidentales. Mais ça peut être aussi la forme en tant que telle, c'est-à-dire que symbolise le cercle. Et après, contextuellement, parce que la connotation, c'est toujours contextuel,
qu'est-ce que ça va m'apporter, et si je travaille un petit peu le cercle comme ci, et après on rajoute des couches, les couleurs, les formes, etc. Jusqu'à avoir la forme la plus pure. Voilà comment je fais des livres, quoi, en fait. Je sais pas trop si voilà, je pense pas que j'aime. Peut-être que je referai du conte, mais j'aime bien l'idée du concept, en fait. Par exemple, le chien noir, c'est venu du noir. Je voulais travailler sur le noir. Là, il y a un autre texte que j'aimerais travailler sur le vert. Moi, le vert, ça m'emmène plutôt sur la légende. Vous voyez, c'est des chemins comme ça. Alors justement, Yves, alors c'est peut-être une question qui fâche, mais imaginons que demain Lucie écrive un roman qui ne s'inscrit pas dans ta ligne éditoriale. Comment ça va se passer? Non, mais donc elle est là, elle est avec nous. Je m'accroche. Il va avoir du mal à déloger. Donc ça veut dire que la ligne éditoriale peut bouger. De toute façon, on a quand même une ligne éditoriale malgré tout qui me paraît finalement ce qui traverse, en tout cas pour moi, toute bonne littérature, quoi. Donc de toute façon, la ligne éditoriale, elle est suffisamment large pour qu'on puisse trouver des points d'accroche avec un futur texte. Mais en créant une collection, une nouvelle collection. Je sais sur quoi elle travaille, donc il n'y a pas d'inquiétude. Ok. Est-ce qu'on peut signer le contrat ce soir du deuxième livre ensemble ou directement, comme ça, entre amis? C'est possible ou pas? Que si vous avez une bouteille de champagne. Je vais la chercher alors, pas de problème. À la pause, il reste 5 minutes. Dans 5 minutes, je ramène la bouteille. Si quelqu'un a une autre question? Non, en fait, moi j'avais une petite. C'est pas une question, c'est plutôt un constat. Mais Lucie, vous rebondirez dessus. En fait, de ce que je comprends depuis le début, c'est qu'effectivement, un livre, pour vous, c'est pas seulement une histoire que vous allez raconter, dérouler, c'est une alchimie. C'est beaucoup d'éléments disparates ou cohérents que vous allez assembler ensemble et qui vont former un tout. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je crois que c'est la première fois, alors j'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à l'écriture d'un livre et les rencontres qu'on fait, pour moi, c'est assez nouveau. Mais je crois que vous êtes la première personne qui parle d'un livre de cette façon parce que je pense que votre background, vous êtes graphiste, vous avez étudié des choses qui sont de l'ordre du symbole, de la symbolique. Tout ça, je trouve que ça ajoute une dimension intéressante à ce que vous écrivez, même si je n'ai pas encore lu votre livre. Franchement, du coup, c'est intriguant. Ça rend le livre intriguant et ça donne envie d'aller chercher effectivement les strates et puis de fouiller et de creuser. Voilà, c'est le ressenti que moi j'ai ce soir. Mais ça me fait plaisir, merci. Ça me fait plaisir. J'essaye de faire ça en tout cas. Parce que je pense qu'en plus, la créativité se nourrit de l'association d'idées. Donc, j'essaye de travailler comme ça. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est aussi de faire des ponts. Là, par exemple, sur Le Chien Noir, il y a le pont entre le conte, le roman gothique, un petit peu de gore, un petit peu de littérature érotique. J'aime bien cette idée d'une forme de concept. Bon, même si dit comme ça fait un peu peur parce que l'art conceptuel, ça fait vraiment peur. Mais en même temps, pour moi, l'idée du concept, c'est plutôt d'avoir un fil rouge et quelque chose qui se tient et en même temps qui permet une sorte de synthèse ou une manière de regarder à nouveau des choses qui ont déjà été faites, dites. Parce que c'est aussi ça la difficulté quand on crée un livre. Là, on parlait du premier roman. Et Yves parlait de se demander mais pourquoi on fait encore des livres, mais si vous allez en librairie, il y en a des centaines de milliers des livres, il y en a des millions des livres. Donc qu'est-ce qu'on fait de plus? Qu'est-ce que j'ai de suffisamment intéressant à raconter et comment je vais le raconter de manière suffisamment intéressante pour que ça vaille réellement le coup, qu'on aille abattre des arbres pour l'imprimer, vous voyez? Ça c'est un peu gros comme ça, mais quand même. Oui, c'est un peu ça, oui. Voilà, donc... Oui, je pense que c'est un peu... Enfin, en tout cas, ça me fait plaisir que ça vous intéresse, parce que
moi, je pense que c'est ma mission de créatrice. Moi, je me vois. Bon, bah là, en l'occurrence, je suis autrice, mais moi, je me vois plus comme une créatrice, une conteuse, quelqu'un qui raconte des histoires par le biais de la littérature, mais ça prend dans ma tête, ça fait un peu comme la toile d'araignée sur la couverture, quoi. C'est plus large que ça. À noter que ça va couper. On reprend comme tout à l'heure. Hein. D'accord. Ok. En fait, j'ai un collègue graphiste et c'est pour ça que votre façon de penser m'interpelle parce qu'il lui aussi, il réfléchit en étoile. Ouais. Et en fait, il va chercher dans chaque domaine qu'il connaît et qu'il utilise pour travailler. Et donc, ça nourrit complètement sa réflexion. Et ça, c'est très, très intéressant. Ouais, c'est exactement ça. Ça se trouve, c'est ça en fait. C'est juste une méthode de graphiste au départ. La manière dont on apprend à travailler et à faire de la recherche. Ouais. Et moi, pour le chien noir, j'avais des recherches d'images. J'avais plein d'images. Je fais une playlist de musique pour me mettre dans un univers avant même d'écrire. Ouais, je comprends. Avant que ça coupe, Lucie, après, tu pourras nous parler de la musique, justement, si ça a eu un impact particulier sur le roman et sur ta vision de l'écriture. Ah oui, avec plaisir. Ok. Allez, on repart. Donc, allez, on repart sur la musique. Et donc, je disais qu'écrire, c'était une activité émotionnelle, sensible, intuitive. Et des fois, en fait, ce qui n'est pas facile dans l'écriture, c'est la concentration, notamment. Parce que il faut vraiment, en tout cas pour moi, il faut vraiment se mettre dans un état un peu méditatif. Il faut tout couper, quoi. Faut qu'intérieurement, intellectuellement, mentalement, il n'y ait que l'histoire, il n'y ait que ça. Et c'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir plein de pensées qui passent et qui n'ont rien à voir avec le schmilblick et qui sont là juste pour brouiller, qui sont juste des parasites. Et en plus de ça, quand je travaille sur certaines scènes, j'essaye d'aller chercher certaines émotions, j'essaye de ressentir ce que ça fait. Donc, j'ai toute une playlist pour chaque bouquin que je fais. Donc, pour le chien noir, il y a toute une playlist que j'enclenche et ça me met intérieurement dans l'histoire. Ça me permet de rester dedans et à certains moments, pour certaines scènes, je vais écouter en boucle certaines chansons pour me permettre d'aller trouver l'énergie. Oui, pardon, peut-être. Tu vois, c'est aussi ça. C'est parce que je ne sais pas si dans le texte ça se sent peut-être par endroits, mais il y a quelque chose qui m'intéresse quand même pas mal sur le rythme de la phrase, le rythme des mots. Et dans le texte, il y a quelques petits passages où les deux personnages chantent, mais parce qu'il y a aussi les textes des chansons, tu vois, sur les textes des chansons. C'est pas uniquement la mélodie, mais c'est aussi comment tu racontes des histoires en chanson. Et il y a une forme poétique là-dedans que je trouve intéressante. Est-ce que tu écris en musique ? Et la deuxième chose, c'est… Oui, tu écris en musique, d'accord. Et la deuxième chose, est-ce que tu as eu l'idée d'insérer la playlist que tu as utilisée et de la diffuser, entre guillemets, aux lecteurs ? Oui, oui, j'ai eu cette idée, mais nous l'avons écartée. Mais voilà, on l'a écarté, mais je pourrais l'envoyer si vraiment. Moi, okay. Après, c'est un peu spécial parce que moi, j'écris en musique et en plus de ça, je peux lire en musique. Mais je sais que c'est un peu difficile quand même des fois. Ça dépend des textes. Hein. Il y a des textes, lire en musique, c'est compliqué. Mais, avec Metallica, ça peut être difficile. Ouais, surtout, oui, si tu lis du Schopenhauer, ça peut être un peu embêtant. Ouais. Bon, donc Yves… faut trouver la musique qui va. Donc Yves, on a compris que c'est toi qui n'avais pas accepté l'idée de la playlist. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ou pas ? Et après, il y a Jean-Marc qui a une question. Non, nous, là, quand on fait un livre, on se demande aussi toujours comment créer aussi une cohérence, tu vois, que ce soit autant sur la question des couvertures, que ce soit aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais de la postface d'Elisabeth Lemire, qui est une spécialiste du conte littéraire en France et qui, je pense, fait une postface vraiment remarquable, hyper accessible, etc., pour dire à quel point le conte reste un objet contemporain. Donc, en fait, quand on a fait ça, quand on en a discuté avec Lucie de cette playlist, moi, je lui disais par exemple, c'est le cas pour un de nos textes,
Et Frappe le père à mort, on a mis une playlist, mais parce que le personnage est l'histoire d'un musicien, il y a vraiment cette question de la musique qui est sans cesse. Et c'est vrai que nous, on se disait, bon, ça peut peut-être justement paraître, déjà que pour certaines personnes, le conte, ça peut être quelque chose de pas forcément très facile d'accès, ou en tout cas avec des a priori, comme disait Lucie. Donc on s'imaginait que si en plus quelqu'un feuillette le livre, qui voit une playlist, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Ouais, tu as raison. On s'est dit aussi, tu vois, qu'il fallait pas que ça ait l'air un peu gadget comme ça, posé, même si moi, comme on parlait de cette idée de passer de plein de formes à l'autre, penser en arborescence, moi ça m'intéresse. Je pensais aux bandes dessinées de Jonathan, de Cosé dans les années 70, où à chaque BD il recommandait d'écouter de la musique. Alors c'est très années 70, parce que déjà que Jonathan il va se balader à Katmandou, mais en plus il écoute du Michael Field. Je trouvais ça assez cool. Mais en même temps, finalement, ce qui s'est fait, c'est ce site internet où là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était finalement d'autant plus intéressant de travailler avec un musicien qui nous permettait d'utiliser sa musique et d'aller coller à l'univers du Chien Noir et de créer une expérience qui était plus riche que si on avait juste mis la playlist comme ça, sans commentaire. Et c'est vrai que quand on se plonge dans le site, j'ai l'impression un vrai prolongement de l'ambiance du livre. Et je pense que c'est ce qui est important quand même quand on fait les livres, c'est de rechercher au maximum de la cohérence, quoi. Oui, tu as raison, et c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, et c'est intéressant ce que tu racontes, et l'argument en tout cas est très bon, hein. Je comprends que Lucie l'ait au final accepté. Et Jean-Marc, tu avais une question? Oui, c'était une question pour Yves. Je voulais Et non savoir... pas pourri. Non, pas pourri. Comment? Allez, j'ai eu peur. Et non pas une question pourrie. Non, jamais, tu me connais. Pour Yves, savoir, alors, sauf si c'est confidentiel, mais quel était le tirage d'un livre comme Le Chien Noir, et en tout cas, au-delà du chiffre, comment on détermine, quand on est comme ça un jeune éditeur au sens récent du terme, par rapport au pari que c'est. En plus, c'est un beau livre imprimé en offset, donc c'est pas comme du numérique où on teste un peu et puis on refait après. Avec là une vraie auteur que vous avez en face de vous, donc une discussion qui s'installe. Voilà, comment on gère ce côté un peu détermination du tirage, du risque pris, et puis ensuite de la diffusion, et puis en plus de ce qui est arrivé là justement au lancement du livre après. Alors nous, on a un diffuseur-distributeur. C'est pas nous qui faisons ce travail-là, même si évidemment on est tout le temps en contact, etc. Lucie, par exemple, avait participé à la réunion de présentation auprès des commerciaux pour le titre. Ensuite, évidemment, dans la diffusion et la distribution, ils prennent de la commission sur des ventes de livres. Donc, on a généralement un placement qui est déterminé, mais qui est quand même relativement semblable à chaque fois, puisque c'est à la fois de l'image de la maison d'édition qui va déterminer un placement, les librairies travaillées. Et en gros, nous, on est dans des chiffres de tirage entre 1500 et 2000. Voilà. Ce qui est à peu près, je pense, la moyenne de tous les éditeurs indépendants de petite taille. Ce qui n'empêche pas après que peut-être, et c'était aussi, voilà, il y a toujours une question, c'est-à-dire, par exemple, sur le texte de Lucie, on se disait on va peut-être le tirer plus parce qu'on va lui faire plus de rencontres, etc. Mais en même temps, c'était toujours des questions d'économie. On avait tiré un autre livre, on avait retiré un livre en janvier, celui qui a eu le prix. Donc on s'est dit on va plutôt faire un tirage peut-être un peu plus normal, raisonné, et on retirera après si nécessaire pour pas avoir trop de frais de stockage. Voilà, c'est des questions assez techniques. Mais la situation qui s'est posée sur le confinement, c'est que ce qui est délicat pour nous, et c'est pareil pour les confrères, c'est qu'en fait, les livres qui sont arrivés comme les livres de Lucie, le grand risque pour nous, c'est que les libraires se mettent, en ayant peur de ne pas les vendre, à retourner les invendus. Voilà, donc ce qui est très compliqué pour nous économiquement. Mais bon, voilà, on a la chance aussi d'avoir un réseau de libraires indépendants qui nous soutient bien, qui nous aime bien. Donc, je pense qu'ils vont jouer le jeu. Et surtout, l'objectif après, c'est dès qu'on pourra, parce qu'avec Lucie, elle avait plein de choses prévues. On avait des rencontres en librairie à Lille où elle vit, à Paris. Elle devait venir aussi à Lyon. On avait des choses
à Marseille. Puis en plus, généralement, ça se passe quand on programme. Là, on avait programmé des choses avant la sortie. Généralement, une fois que les choses se programment avant la sortie, c'est déjà un très bon signe. Et donc, ça veut dire que d'autres choses vont s'engranger. Donc maintenant, la question qui va se poser, c'est à quel moment on va pouvoir de nouveau se revoir physiquement et faire des rencontres en librairie ou dans des festivals ou dans des salons du livre. Et ça, c'est quand même assez important pour faire vivre un livre, les événements. Et vous comptiez sur Livre Paris pour le lancer au départ, encore cette année? Pas spécialement, parce que Livre Paris, nous, on est sur le stand de la région Sud. Donc, c'est comme pour le moment, nous, ça fait 1 an et demi, donc on a 6 livres au catalogue. Donc, on a un tout petit espace et les lancements au Salon du Livre de Paris, ça ne marche jamais pour des gens comme nous parce que la programmation, elle est réservée à des auteurs plus marketés. Donc, non, on devait faire un lancement à Lille, dans une librairie à Lille et ensuite à Paris. Et surtout que tous les auteurs, la plupart sont morts, donc ça aurait été compliqué. Bah, ouais. On croise les doigts pour Lucie. Et justement, à ce propos, Yves, est-ce que tu peux parler de parce qu'on sait que on ne sait pas tous, mais on sait que tu as reporté un livre en 2021 qui devait sortir prochainement. Est-ce que tu peux parler de cette programmation Oui, en fait, on devait sortir un livre en janvier, en mai, là, dans la collection Après la tempête, et qui est un texte magnifique d'un auteur qui s'appelle André Masson. C'est pas le peintre, mais c'est un auteur de la Maurice. C'est le frère de Loïs Masson, de ces auteurs-là. Et c'est un texte qui fait penser un peu à l'univers dans la langue, un truc entre Giono et Conrad. Et bon, on s'est dit de toute façon qu'on allait le repousser, parce que le titre du livre, ça s'appelle Un temps pour mourir. C'était pas très évident. Donc on s'est dit qu'on allait le repousser en janvier, à la fois en se disant justement c'est aussi le jeu, c'est-à-dire qu'on a dit aux libraires, nous on décale un titre à notre échelle, alors que je pense que les Gallimard et tous les autres feront pas ça. Ça c'est une autre question encore. Mais en disant justement, nous ce qu'on veut, c'est que le livre de Lucie marche, qu'il ait sa vie en librairie, et l'engagement de nous qu'on prend concrètement, c'est de ne pas sortir de livre avant septembre pour laisser de la place à ce qui est nos titres à nous qui sont présents en librairie. Donc on verra si la stratégie fonctionne ou pas, mais en tout cas on aura à l'esprit les gens qui n'ont pas joué le jeu. Je ne sais pas si c'était clair ma réponse en fait. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Et la couverture d'ailleurs est somptueuse une fois de plus, mais celle-là, elle est vraiment merveilleuse. Elle est sur le site, elle est sur le compte Instagram du Typhon, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Clarine, pardon. Oui, c'est une question qui est toujours sur le côté purement éditorial. Est-ce que vous publiez après en poche ou est-ce que vous êtes sur du brochet uniquement pour le moment? Non, on n'est que sur des brochets et on fait quelquefois des sessions poche, c'est-à-dire par exemple, ce titre-là, il sortira chez 10-18 pas encore, mais dans 1 an. Donc on fait ça. En fait, pour nous, l'avantage de faire ça, c'est que ça nous fait un peu d'avance de trésorerie. Mais concrètement, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, tu perds ton livre d'une certaine manière. Parce que vous perdez je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais vous perdez une partie des droits dessus. Nous, on vend, c'est-à-dire qu'on a un contrat, par exemple, là, en l'occurrence, comme c'est un auteur décédé, on a un contrat avec l'ayant droit, qui est son fils. Donc, sur une période, je crois, on a un contrat de 10-11 ans. Et on revend à 10-18 un droit d'exploitation pendant une durée de ce contrat-là. Mais le problème sur la vente de poche, c'est que les libraires, quand ils vont avoir, je ne sais pas, ce titre en librairie en grand format qui coûte 19 €, qui n'a toujours pas été vendu, et qui vont avoir arrivé des poches, ils vont se dire, bon, on va peut-être les retourner, les grands formats. Donc, en fait, pourquoi avoir fait le choix justement du poche? Parce que ça te fait de l'avance de trésorerie et que, mine de rien, ça te fait aussi connaître dans le milieu. Mais ensuite, le problème pour nous de faire des poches, concrètement, pour faire une collection poche, nous, c'est qu'en fait, les poches, ça marche parce qu'il y a des très gros tirages. Mais nous, on ne peut pas faire des gros tirages parce qu'on n'a pas la force de vente possible encore pour pouvoir faire ça. Enfin, vous le voyez bien d'ailleurs, les collections de poche, c'est que les gros éditeurs qui ont des collections de poche. Parce qu'eux, ils possèdent à la fois des réseaux de distribution et de diffusion plus importants. C'est par exemple les livres que vous allez trouver, je ne sais pas, dans les relais des gares, etc. C'est parce que voilà, il y a souvent aussi des acquaintances de groupes qui font que c'est beaucoup plus facile. Le poche est intéressant que si on arrive à avoir une diffusion très massive.
Parce que en vendant un livre à moins de 10 euros, c'est très, très compliqué, quoi. Vous êtes combien à travailler dans votre maison? Vous êtes combien de salariés? Il n'y a pas de salariés pour le moment. On a tous plus ou moins une activité à côté, mais quand je dis tous, on est deux, je suis avec mon frère. Voilà. Donc le but, c'est d'en vivre. Hein. Le but, c'est d'en vivre. Mais voilà, ça va le faire. En tout cas, je pense que vous avez trouvé, je ne sais pas combien est-ce qu'on est ce soir, 25, 26. Vous avez trouvé un certain nombre de porte-voix et vous pouvez avoir confiance en eux, à mon avis. Voilà, ils vous aideront et ils vous porteront. Trop bien, ça c'est cool. C'est évident. C'est évident. Si quelqu'un a une autre question ou une remarque à faire, n'hésitez pas. Hein. Il nous reste encore un peu de temps. Question pour Lucie. Je trouve qu'il y a une foultitude d'inspiration dans le roman. Tu parlais de la couleur, tu parlais du roman gothique, tu parlais du féminisme. Il y a un côté historique, il y a un côté typologie. La question qui me taraude, c'est combien de temps en fait ça t'a pris afin de tout regrouper, tout imbriquer et de maturer le projet pour en faire un écrit. Entre la réflexion et l'écrit, combien en fait en termes de timing s'est passé pour que tout en fait s'imbrique les uns dans les autres et que ça prenne forme définitive. Et je rajouterai à ça quelle a été la part du travail de Yves dans la coupe ou dans les ajustements qu'il a fait à ton manuscrit. Ok. Attends, je réponds déjà au début. Alors, ouais, ça a été un travail très long en fait parce que c'est venu d'un cauchemar que j'ai fait. Et ce cauchemar, je l'ai fait en 2011. Et genre, ouais, pour te dire, je pense que j'ai dû faire ce cauchemar en février. Et parce que ouais, je m'en souvenais bien, hein, il était bien gore. Et des fois, quand j'en ai des bien gore comme ça, je les note parce que je les trouve graphiques, je les trouve intéressants. Et ensuite, j'ai eu l'idée de la trame complète en avril. Voilà, donc en avril 2011, je savais déjà tout ce qui allait se passer. Et ensuite, j'ai vécu, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait le livre Looking for Janice. J'avais toujours un peu le chien noir dans un coin de ma tête, mais comme je disais tout à l'heure, il faut beaucoup de concentration pour écrire. Donc, il a fallu quand même élaguer pas mal de choses et se ménager du temps pour avancer sur le projet. Et là, c'était intéressant. J'ai vraiment commencé à travailler dessus. Je pense que j'ai commencé à travailler dessus à l'été 2016. Quand j'ai sorti Looking for Janice, c'est sorti en septembre 2016. Donc j'ai commencé à l'été 2016. Et je m'y suis mise sérieusement, c'est-à-dire en ne faisant plus que ça le vendredi, en 2017. Et ça a mis du temps parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience et que du coup, c'est comme si je suis partie de zéro, tu vois, sans savoir, a priori sans savoir écrire, quoi. Voilà. Donc disant juste j'ai envie de le faire, donc je le fais. Moi, le vendredi, je m'amuse, j'écris des bouquins, tu vois, mais c'est pas plus... ça n'a pas plus de prétention que ça, en fait. Voilà. Mais après, par rapport à toutes ces idées de référence, je pense qu'il y a des scènes, donc des choses fondamentales qui étaient là dès le début, en 2011. Il y a des scènes qui sont venues au fur et à mesure en y repensant. Et puis après, il y a un truc qui est vraiment génial. Ça, c'est quand je suis à fond dans ce que j'écris, quand je suis en train d'écrire, en fait. Ça vient naturellement. Tu vois, ça vient naturellement. En gros... sur le chien noir, donc j'ai un plan. Donc je me suis fait un petit plan. Et puis à chaque chapitre, je sais ce que je veux raconter. Puis après, je le fais, quoi. Et donc au fur et à mesure où je le fais, c'est comme si justement, tu vois, mon cerveau se mettait dans une sorte d'état un peu, j'allais dire un peu comme l'hypnose, mais moi je pense à un état qui est absolument merveilleux. C'est juste avant de s'endormir. Tu vois, quand tu es juste avant de t'endormir, à ce moment-là, t'es pas encore endormi, donc tu es encore assez conscient. Mais en même temps, t'es déjà, tu vois, ton esprit, il commence déjà à divaguer. Et là, tu n'as plus du tout de surmoi, tu penses plus à rien d'autre, en fait. Et là, tu as des super idées. Donc moi, c'est typiquement le genre de moment qui m'empêche de dormir, parce que du coup, il faut que je rallume, si j'ai une idée, alors il faut que je fasse. Mais en même temps, c'est cet état-là que j'essaye d'obtenir quand j'écris, parce que à ce moment-là, tout vient hyper naturellement. Donc, tu vois, au fur et à mesure où j'écris... en fait, moi, je m'amuse, tu vois, je m'amuse toute seule. Enfin, je ris à mes propres blagues, quoi. C'est vraiment, c'est un peu dit comme ça me fait, c'est encore plus drôle. Mais bref, tu vois, je peux écrire un truc et puis, en voyant les mots s'enchaîner, je vais penser à une référence.
Et comme le conte, il y a quelque chose de la connivence et que j'écrivais beaucoup pour Madame d'Aulnoy, pour Angela Carter, et ben, j'avais sans arrêt en fait envie de m'amuser avec Madame d'Aulnoy et de lui envoyer des références, de lui envoyer des petits trucs et de dire et tiens, ça me fait penser à ça, et tiens, là, ça me fait penser à ci. Et puis, là, c'est les petits détails, tu vois, c'est comme les petits graviers, mais c'était posé effectivement sur une bâtisse en dur. C'est comme ça que c'est fait. Et sur la part de découpe? Ah oui, la coupe. J'ai pas l'impression qu'en fait on est beaucoup coupé. Moi, là comme ça en y pensant, j'ai surtout rajouté, non, Yves, je sais pas, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que j'ai surtout peut-être ça c'est un de mes défauts. Des fois, je vais trop vite parce que je suis assez impatiente. Et c'était intéressant du coup d'avoir le regard de Yves et même de Florian, je pense. Voilà, que Yves et Florian puissent regarder le texte et me dire bah là, ici, à cet endroit-là, on pourrait en avoir un peu plus, on pourrait y passer un petit peu plus de temps. Moi, j'ai adoré cet exercice-là parce que j'ai l'impression que c'est dans cet exercice que je me suis plus sentie finalement romancière, en mettant des guillemets. C'est-à-dire de m'apercevoir à quel point j'aimais passer du temps sur le texte et prendre le temps de raconter les choses. Après, c'est aussi parce que j'étais partie sur le conte et que le conte, c'est une forme qui va très vite. Dans le conte traditionnel, on va normalement assez vite. On enchaîne. Même si les contes des précieuses ont plein de décors, il y a quand même énormément d'action. Donc là, c'était pour aussi trouver l'équilibre entre le conte et le roman. Donc j'ai surtout rajouté des choses. Je pense pas j'ai pas souvenir qu'on ait coupé quelque chose. Non, c'était justement beaucoup plus. Voilà, c'était toujours aussi toujours un souci comme ça de cohérence et de créer. C'était oui, de travail des fois sur certaines ambiances, d'approfondir certaines idées, certaines choses, etc. Ouais, c'était aussi de redonner un coup de polish quoi, aussi à la fin, quoi, parce qu'il y avait des idées qui étaient intéressantes mais qui n'étaient peut-être pas encore tout à fait stables ou finalisées. Et après, une fois que tu as la vision d'ensemble, tu te dis, bon, bah, attention, là, peut-être, il faut en remettre un petit peu par ici, il faut en remettre un petit peu par là. Donc ça, on en a déjà assez. Finalement, la seule chose qu'on a coupée, c'est la playlist, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Un mal pour un bien, peut-être. Est-ce que quelqu'un a une autre question? J'ai abusé. Oui, il y a encore une question. Allez-y. Alors, dans le prologue au début du roman, il y a une phrase qui m'a un peu interpellée et je voudrais savoir en fait ce qu'il y a derrière. C'est noté que le comte attendait son heure tapis dans la nuit. Donc, ça m'a intriguée parce que je me suis dit, est-ce que ça veut dire qu'il y a des histoires comme ça qui viennent délivrer des messages un peu occultes, un peu mystérieux, ou voilà, des fantasmagories, mais qu'on n'en a pas forcément conscience et qu'à un moment donné, quand on rencontre un texte, eh bien, on est face à une sorte de vérité ou de révélation. Je ne sais pas si c'est ça la question. Si, c'est ça. J'espère que c'est le cas. J'espère que les textes nous amènent une révélation. Yves parlait tout à l'heure du sens, de ce que la littérature peut nous apporter. Et là, avec le conte, c'est ce que je souhaite. Et c'est dit dès le prologue. C'est aussi parce que pour moi, le conte, il y a une forme de formule magique. Et c'est pour ça que Il était une fois aussi est répété à chaque fois. Et je trouve que le conte, donc je l'ai pas mal dit, c'est vrai que c'est une forme littéraire que je trouve magnifique. Et en même temps, c'est une forme littéraire qui a été un peu abandonnée depuis le XXe siècle. Et c'est une forme... En plus, c'est très beau parce qu'à la base, c'est une forme populaire, quoi. Il y a quelque chose de tellement proche de nous, en fait, en réalité. Et c'est comme si on était coupé de ces symboles, coupé de cette relation. En fait, dans la relation au symbole, il y a la relation un peu au sacré, il y a une forme de relation au mystère, il y a une forme dans cette idée d'archétype, les mythes, enfin, vous voyez, toutes ces questions-là. Et je trouve que dans le conte, avec le merveilleux, donc vraiment dans le sens du conte merveilleux, il y a une recherche de sens qui évidemment est transposée dans un monde imaginaire,
mais qui a certainement des messages à nous délivrer. Et ce que je trouve d'autant plus beau, c'est que ces messages sont difficiles des fois à décrypter. Et que c'est vraiment comme les rêves. Encore une fois, là, je vais parler des rêves. Mais bon, alors le rêve par rapport au conte, c'est beaucoup plus ennuyeux parce qu'un rêve, c'est pas du tout construit en termes de narration. Donc, c'est souvent un peu ennuyeux. Mais dans les rêves, il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, on peut lire des tas de livres sur l'interprétation des rêves. En réalité, on peut imaginer qu'on fait des rêves prémonitoires. En réalité, c'est vraiment mélangé à des souvenirs, des projections, des interprétations, des symboles, justement, des choses qui viennent de l'inconscient collectif, etc. Et en même temps, il y a toujours un peu un sens caché, quoi. Vous pouvez y trouver des clés. Et le conte, c'est un peu pareil. Enfin, là, c'est tous les Bruno Bettelheim, les Pinkola Estes, voilà, qui ont essayé d'ouvrir comme ça la forme du conte pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière et essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose qui nous avait échappé pour expliquer notamment la longévité du conte. Donc oui, le conte, il est tapis dans l'ombre, il nous attend. Moi, j'aime bien aussi cette idée qu'il y a une histoire qui nous attend. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il y a des histoires qui nous attendent à un moment et qui sont là pour nous si on sait les écouter. Voilà. Mais ce prologue est un hommage au conte et c'est un hommage au conteur même parce que dans les contes populaires, il y a un truc qui est très très beau, c'est que normalement le conteur, avant de raconter le conte, il fait une mise en situation. Ouais. Il prépare son auditoire. Et donc il y a des formules, je pense à une formule magnifique des contes de marins qui est citée par Nicole Belmont dans La Poétique du conte, qui est un très très bel essai sur le conte, où il raconte, alors ça fait quelque chose comme ça: j'ai traversé une forêt où il n'y avait pas d'arbres, j'ai enjambé une rivière où il n'y avait pas d'eau, j'ai traversé un village où il n'y avait pas d'habitation, j'ai frappé à toutes les portes et on m'a répondu: ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas payée pour dire la vérité, il était une fois. Et là il commence, il était une fois. Et je trouvais qu'avec le prologue, il y avait cette idée-là aussi de rappeler, de ramener finalement l'auditoire, là en l'occurrence le lectorat, vers l'histoire. Mais c'est ce que vous faites à chaque début de chapitre, puisque ça commence à chaque fois par Il était une fois. Et ça, je trouvais vraiment, vraiment très, très réussi, très, très, très beau. Merci. Et voilà, ça m'a permis de rester vraiment dans l'univers du conte, parce qu'à chaque début de chapitre, on est ramené en fait à ça. Enfin, on ne quitte pas vraiment non plus l'univers du conte dans les chapitres, mais ce début, à chaque fois, c'était vraiment une bonne idée. Merci, c'était une formule magique. Et puis je trouvais ça intéressant que si vous regardez uniquement le début des chapitres, ça vient sonner les images fortes de l'histoire. La clé, le roi, le carrosse, le chien, qui sont vraiment les cartes, comme si on avait des cartes à jouer. Voilà, vous avez comme les cartes du tarot, et on regarde ces cartes de tarot, c'est ce que vous avez, c'est ce qui a été tiré, et voilà l'histoire qui va se raconter une fois qu'on va agencer les cartes. Et je trouvais ça intéressant, toujours cette idée un peu de magie, d'occultisme. Il y a une amie d'Angela Carter qui a parlé de ça, qui c'était vraiment passionnant. Elle s'appelle Marina Warner, chaque fois je me trompe sur son nom de famille. Elle a donné une interview que vous pouvez trouver sur YouTube à l'université de Cambridge. C'est une spécialiste des fables. Et donc elle parle d'ailleurs de ce geste artistique à la préhistoire, et elle parle de la fonction des contes qui est proche de la fonction du souhait, l'idée qu'on se raconte une histoire parce que on voudrait faire venir ça quelque part. Il y a quelque chose là-dedans un peu inexplicable, et là on revient à l'animisme. Je n'arrive pas à expliquer et en même temps je voudrais réparer. On essaye de réparer quelque chose. Bon, là c'est une histoire qui est très dure, hein, le chien noir, donc j'avais besoin d'essayer de réparer quelque chose. En tout cas, symboliquement, au figuré. Alexis, je crois que tu avais une question. Par simple curiosité, la musique que tu écoutes, que tu as écoutée pendant donc l'écriture, elle est elle aussi gothique, je sais pas, genre New Wave, des Cure, des choses comme ça, ou au contraire ça n'a rien à voir, c'est plutôt musique classique, quelque chose de beaucoup plus, on va dire beaucoup plus sobre.
Et une autre chose aussi que je voulais poser, j'en profite, tu parlais tout à l'heure de cet état d'écriture qui était entre guillemets l'endormissement et la pleine, on va dire la pleine conscience. Moi, ça me fait penser aussi un petit peu à un côté écriture automatique. Et c'est marrant que tu parles du tarot de Marseille, parce qu'effectivement, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec les arcanes majeures. Et je voulais savoir si c'était, entre guillemets, conscient, voulu, ou au contraire, est-ce que c'était inconscient et que ça s'était fait comme ça? Eh ben, je vais d'abord répondre à ça, puis je te réponds après pour la playlist. Je ne sais pas si c'est conscient comme ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de capter, comment je pourrais dire, mais une espèce de capter l'invisible, tu vois, aller chercher sur quelque chose d'un peu magique. J'essaye de trouver de la magie, je pense. Et ça vient assez naturellement. Moi, je suis totalement fascinée par les symboles. Enfin, tu vois, ça rejoint encore une fois ce qu'on disait sur la sémiologie tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse là-dedans, entre le rapport à la forme, l'histoire, le sens. Donc, j'essaye de, à la fois, toujours relier l'intellectuel et le sensible. Et assez naturellement, tu vois, ça va chercher sur des très grandes images comme ça, qui ont une espèce de force. À la fois, elles ont une force personnelle pour soi, et puis ensuite, elles ont une force parce qu'une force collective. Tu vois, je sais, en ce moment, je travaille beaucoup sur la symbolique de la montagne. C'est magnifique, il y a tellement de choses à faire sur le thème de la montagne. Mais rien que la montagne en soi, c'est un symbole tellement beau, tellement fort, il y a tellement de choses à dire là-dessus, que ça m'entraîne, moi, dans l'écriture. C'est facile. Après, si je m'appuie sur ça, je sais où je vais. Et le noir, c'était pareil. Le noir, c'est tellement, en termes de symbolique, il y a tellement de choses. Et j'ai pas été chercher sur le noir, parce qu'il y a des connotations du noir qui sont pas présentes dans le texte. Là, je suis vraiment allée chercher sur tout ce que le noir peut représenter comme absence de vie, comme mort, comme péché, même malheur, tristesse, etc. Et ça me porte après. Voilà. Et alors, ce qui concerne la playlist, alors déjà, la playlist, tu vois, elle est organisée dans le sens du texte. Et selon les passages, je vais chercher... Non, en fait, j'écoute plutôt de la musique pop. Je cherche des trucs que moi, j'aime bien. Tu sais, on dit souvent qu'on travaille bien quand on écoute une chanson qu'on connaît par cœur. Tu l'écoutes en boucle. En fait, ton cerveau, tu vois, tu n'as même presque plus besoin en fait, d'écouter la musique. Elle est là pour te couper du reste. Mais donc, ça m'entraîne. Moi, j'écoute énormément de chanteuses de pop et de chanteuses de rock. Énormément. Quasiment que ça. C'est pas parce que je veux pas écouter le reste. C'est juste parce que ça m'intéresse. Et donc, dans la playlist du Chien Noir, de tête, il y a PG Harvey, l'album White Chalk. Il y a Kate Bush. J'ai beaucoup écouté Infant Kiss de Kate Bush. C'était d'autant plus intéressant que Kate Bush elle-même fait une passerelle avec la littérature, puisque Infant Kiss, c'est une chanson qui est inspirée d'une nouvelle d'Henry James, ou même plutôt qui est inspirée d'un film tiré d'une nouvelle d'Henry James. Je trouvais ça intéressant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette playlist? Il y a du Susan Sonford qui m'a beaucoup aidée sur le Chien Noir, notamment sur le chapitre 13. De tête comme ça, c'est ce qui me vient sur... là, je sais plus, j'ai plus... Ah si, il y a Diane Lurch aussi, que j'aime beaucoup, qui a fait un album un peu dark. Et ensuite, je mets un peu de musique classique. J'ai mis pas mal de musique classique sur le Chien Noir, notamment pour tous les passages dans la bibliothèque. Je pense au Gnossienne d'Eric Satie, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Eric Satie, donc un petit peu d'Eric Satie. Et puis Debussy, un peu de Debussy aussi, les rêveries de Debussy. Ah oui, et puis il y a quand même une partie, j'ai mis un peu de Max Richter avec l'album Sleep, qui était pas mal pour planer dans le dark. Voilà. Mais c'est de tête, hein. Je me souviens pas de tous les titres, mais c'est pour te donner une idée, tu vois, ça peut aller effectivement de pop rock jusqu'à la musique classique. À un moment, j'avais un petit peu de Kanye West aussi dedans sur l'album 808, parce qu'il y a une chanson sur le cauchemar que je trouvais intéressante. Mais ah oui, et pour le personnage du chien, je me suis beaucoup inspirée d'un artiste qui s'appelle Patrick Wolf, qui a des très bonnes chansons, et pour le personnage du chien, ça m'a bien porté. Parce que des fois, c'est pas facile, tu vois. Faut essayer de les faire exister, ces persos. Donc, tu leur donnes une voix en allant chercher un chanteur. Aucune trace de David et Jonathan?
Aucune trace, non. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, quoique sur mon prochain bouquin, là, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais je me suis retrouvée à écouter de la musique abominable des années 80 et à trouver qu'il y avait une esthétique tellement... Ah, il y a quelque chose là-dedans, quoi. Il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. De mauvais? Oui. Oui, de mauvais, mais en même temps, tu vois, de ce truc d'être entraîné par une musique. Enfin, je sais pas, tu penses à la chanson Les démons de minuit, c'est quand même assez ouf comme chanson. Il y a une telle intensité dans ces chansons-là qui sont censées être des chansons de soirée. Tu vois, les gars, ils le chantent vraiment comme si leur vie en dépendait quasiment. Et en même temps, c'est hyper synthétique et assez moche. Et je trouve que il y a quelque chose de beau là-dedans. Voilà. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, David et Jonathan, je ne vois pas trop ce que je vais écrire avec David et Jonathan. Si quelqu'un a une autre question ou une dernière remarque, il nous reste 4 minutes précisément. J'ai pas de questions, mais j'ai le champagne, par contre. Ah. Voilà. Donc, si ça peut se faire, il reste 4 minutes. Là, très bien, Fabrice. Merci. J'avais une question Il faut que je l'imprime. À propos de la maïeutique. Comment est-ce que vous travaillez avec, que ce soit avec Lucie ou que ce soit avec les auteurs précédents que vous avez édités, pour justement arriver à ce résultat final et voilà, et comment ça se passe? Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est un petit peu c'est un peu magique pour tout vous dire. Je trouve ça assez passionnant. On est loin de David et Jonathan là. Hein. Ouais. La maïeutique, elle est là. Non, mais pour Lucie, c'était donc la première autrice contemporaine. Avant, on allait travailler avec des traducteurs. Donc, les traducteurs, il y a un travail similaire quand même aussi. Mais déjà, il y a quand même une grande partie, c'est déjà le premier rapport, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui soit quand même des conversations assez simples. Ce qui n'est pas évident, en fait, de ne pas heurter la susceptibilité de quelqu'un, de réussir à de trouver les bons mots pour avancer. Et ensuite, c'est vraiment du travail en aller-retour sur le texte. C'est-à-dire, on prend le texte, on va se dire, je ne sais pas, on va travailler telle partie. Et nous, en fait, ce qu'on fait, je pense, en tout cas pour le texte de Lucie, à aucun moment il y avait une question de changer l'histoire ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'était de faire en sorte qu'est-ce que nous, on peut apporter à notre échelle à Lucie. C'était un regard de lecteur déjà. S'il n'y a pas de regard d'éditeur, je pense, sur une partie commerciale ou ça, en tout cas, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais c'était vraiment justement de repérer les instants très, très forts du texte, de savoir dans quelle mesure on pouvait soit en rajouter, en tout cas, mais il y a quelque chose de très proche de la musique, en fait. C'est-à-dire qu'un texte, il vit par du rythme. Donc, c'est trouver les bons moments de silence dans le texte, c'est trouver les bons moments où justement il faut en rajouter, il faut aller de plus en plus fort. C'est vraiment une question de mécanique, en fait, j'ai l'impression. D'accord. Et avec les traducteurs, c'est pareil, sauf que c'est un petit peu différent. D'accord. Avant de nous quitter, on fait un petit screenshot de tout le monde. Comme ça, c'est la tradition. Et alors, vu qu'il y a tellement de monde, je suis obligé d'en faire un deuxième. Ok. Et est-ce que, Lucie, on a oublié d'ailleurs, Lucie, est-ce que tu peux nous lire un petit passage qui dure entre 1 minute et 1 minute 30? Si tu as le livre à côté. On a totalement oublié de le faire. Ok, un petit passage. Ou le début, tout simplement. La fin. Non. Ah non. Non, peut-être pas la fin. Sinon, non, mais là récemment, j'avais lu une partie avec un cauchemar, donc je peux vous lire un petit cauchemar, si vous voulez un petit cauchemar. Allez, c'est parti. Je pense qu'on a 45 secondes, voire un peu plus. Non, mais c'est chaud quand même. Hein. Bon, attends. Allez, j'y vais. Elle se promenait dans le château, le cœur léger. Elle sautillait sans savoir où elle allait. Elle arpentait gaiement des couloirs austères 100 fois visités. Une brillance inconnue attirait son attention. Elle découvrait une petite porte d'or à peine cachée derrière les reflets damassés d'un rideau. Elle frappait, une main invisible lui ouvrait. Elle se faufilait à genoux dans l'entrebâillement. Elle se relevait éblouie et sentait la joie irradier son visage alors qu'une intense lumière fauve lui crachait aux yeux. Ses pupilles s'habituaient à l'éclat du lieu et la jeune reine devinait au fur et à mesure une chambre tapissée d'or pur, d'argent, de platine et de cuivre, éclairée de toutes parts de torches enflammées qui lançaient des rayons clignotants dans tous les sens.
Sous ses pieds, en lieu et place des meubles, s'étalait une multitude de richesses brillantes et pailletées. Ondoyant dans les airs, frêle et gracile, une voix de femme chantait, une mélodie impénétrable, chargée d'une mélancolie étrange, à laquelle la jeune fille était totalement indifférente. Saisie d'une excitation inédite, Eugénie s'exclamait de ravissement et glapissait de plaisir. Elle jetait son dévolu sur l'un des coffres à jouets scintillants de pierres multicolores qui se trouvaient devant elle. Le couvercle résistait. Elle forçait la serrure et l'ouvrait en grand. Ce qu'elle y découvrait la figeait de stupeur. Elle passait de la joie la plus extatique à la terreur la plus insoutenable. Elle reculait comme possédée, en ouvrait un second, un troisième, un quatrième. Les uns après les autres, les coffres déversaient sous ses yeux médusés leur contenu dégoulinant, un entassement de morceaux de chair, poisseux, pestilentiels et noirs comme le charbon. La voix qui flottait fredonnait. Eugénie comprenait alors et s'approchait de ces tronçons de matière organique et viciée. Elle se penchait précautionneusement. C'étaient des cœurs de jeunes filles, des centaines de cœurs de jeunes filles arrachés à leurs entrailles, pourrissants, malades d'amour. Notre jeune reine se réveilla avec un cri d'horreur. Le matin livide était de retour, qui tapait sur les carreaux de la fenêtre. Super, parfait. Bon, bah, demain en librairie, obligatoirement. Je pense qu'on a perdu, on a perdu Yves et certains, mais On en a perdu. ils reviennent, tout le monde revient. Bah oui, on ne peut pas partir comme ça quand même. Bah oui. Ce serait très mal poli, effectivement, vu le moment qu'on a passé. Oui. Il y en a encore qui reviennent. Après, certains ont dit au revoir. Oui, bah oui, il est déjà tard. La conversation à l'école. Alors, Yves est parti, c'est dommage, j'aurais voulu le remercier, mais je le remercierai de toute façon. Il va peut-être venir, non? Non, je crois que c'est un mal poli. Hein. Il va avoir une petite vingtaine de stories de remerciements. Donc, Ouais, c'est pas faux. Et on est quasiment au complet. Il manque que Yves, en fait, hein, quasiment. Hein. Il manque que Yves. C'est moche. C'est moche. Mais oui. Bon, en tout cas, merci infiniment, Lucie, pour ce moment. Et comme la dernière fois, d'ailleurs, c'était assez passionnant. Je pense que je pourrais faire des rencontres avec tous les deux, je pense, toutes les 2 semaines, sans problème. Donc, c'est un plaisir à chaque fois. Merci infiniment à toi, merci infiniment à Yves et merci à vous, évidemment. Sans vous, rien ne se passe. Donc, merci. Merci beaucoup à vous. Merci Lucie. Merci Anthony. Et à bientôt, Lucie. Merci tout le monde. Bonne soirée. C'est super heureux de vous rencontrer. Et merci Anthony d'avoir organisé ça. Merci d'être venus si nombreux. Ça me fait chaud au cœur, c'était super. Merci. Tant mieux. Direction demain pour moi. Oui. J'ai pas compris la dernière. Non, je crois que tout le monde allait aller en librairie. C'est ça. C'est ça, oui. Voilà. Pour résumer. Bon, bah merci alors. Allez, merci à tous. À bientôt. À bientôt, Lucie. Merci encore. Au revoir.